Touya était un loser ordinaire et sous-performant au lycée, qui faisait de son mieux pour se préparer aux examens nationaux afin de ne pas finir par travailler chez Mikedes pour le reste de sa vie. Mais pendant qu'il essayait de rester concentré et d'étudier, ses camarades de classe étaient occupés à faire les idiots et à parler d'une récente série de meurtres qui avait lieu dans la ville. Apparemment, chaque fois qu'une victime était tuée, les gens rapportaient avoir vu des pétales dans la zone, alors tout le monde commençait à penser que les pétales avaient peut-être quelque chose à voir avec le tueur en série. Mais Touya n'en avait absolument rien à faire. Quelques instants plus tard, le professeur principal entre et demande l'attention de la classe car il aimerait présenter une nouvelle élève à tout le monde. Cependant, alors qu'il appelle la nouvelle élève, elle ignore complètement le professeur et le reste de la classe juste pour s'approcher de Touya et se présenter comme Edo. Touya n'a aucune idée de pourquoi cette fille random lui accorde autant d'attention, mais il sait mieux que de s'impliquer dans des trucs de personnage principal fou, et elle ressemble à une MC de manuel, alors il lui donne une réponse à moitié sincère et retourne à ses études. La fille s'assoit à côté de Touya et ne lui adresse plus un mot pour le reste du cours. Mais après les cours, alors que Touya rentre chez lui, elle vient le chercher et saute sur la rambarde à côté de lui. Elle fait ensuite un salto arrière encore plus inutile que ce que fait Léon Kennedy, et Touya est naturellement confus car il n'a toujours aucune idée de pourquoi cet élève transféré random s'intéresse autant à lui. Mais avant même qu'il puisse finir cette pensée, Edo attrape son visage et commence à le regarder droit dans les yeux. Cela effraie Touya, alors il s'éloigne d'elle et dit qu'il doit aller à son cours de soutien maintenant avant de s'en aller. Alors qu'il part, Edo commence à parler à quelqu'un nommé Noman sur son téléphone et lui dit qu'elle avait raison à propos du regard de Touya, et cette simple phrase signifie que Touya est officiellement embarqué dans l'intrigue, donc il n'y a rien qu'il puisse y faire maintenant. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre quelque part dans la ville, un homme faux attaque une femme avec un couteau de boucher, disant qu'il va en faire un bon repas. Cette ruelle se trouve justement au coin de la rue du cours de soutien que Touya fréquente, donc l'intrigue ne s'annonce déjà pas bien pour lui. Touya est actuellement assis sur un banc devant son cours de soutien, regardant ses relevés de notes de son dernier examen blanc, et pour être honnête, ce n'est pas mauvais. Il a une moyenne de 70%, mais c'est loin d'être suffisant pour le mener quelque part dans le système scolaire asiatique. Il jette ses relevés de notes par frustration et reste assis là à souhaiter avoir une sorte de talent, littéralement n'importe quoi, si cela pouvait signifier qu'il n'aura pas à rester un vaurien inutile pour le reste de sa vie. Mais aussi fort qu'il souhaite un talent, il sait qu'il ne tombe pas du ciel, donc il n'obtiendra rien en le souhaitant simplement. Au même moment, près de cette ruelle, 2 officiers de police ont été appelés pour enquêter car quelques personnes ont signalé avoir entendu les cris d'une femme provenant de cette zone, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Juste à ce moment-là, ils remarquent un homme accroupi dans le coin, et ils supposent qu'il doit être vraiment ivre, alors l'un des officiers s'approche de lui pour vérifier s'il va bien. Mais horreur pour l'officier, il réalise bientôt que ce type est en train de manger les restes humains de la femme de tout à l'heure, et il a l'air très fier de lui. L'officier peut immédiatement dire que ce mec n'a pas toute sa tête, alors il sort son arme, pleinement préparé à le cribler de balles s'il fait un mouvement brusque. Quelques instants plus tard, Touya rentre chez lui quand il passe devant cette même ruelle, et la première chose qu'il voit sont les corps maintenant décapités de ces 2 officiers, tandis que le fou est là debout à rire comme un boss. Effectivement, Touya a officiellement été entraîné dans l'intrigue. Juste à ce moment-là, Edo apparaît de nulle part, et voyant l'expression sur le visage de Touya, elle lui demande s'il se sent jaloux en ce moment. Elle dit que lorsque la plupart des gens sont témoins du talent de quelqu'un d'autre, ils ressentent l'une de 3 émotions, la crainte, la peur ou l'envie, et elle suppose que quelqu'un comme Touya, qui a été si désespéré d'acquérir un talent, doit se sentir assez jaloux en ce moment. Touya a encore du mal à comprendre toute la situation et le fait que Edo savait d'une manière ou d'une autre qu'il allait être ici. Mais juste à ce moment-là, l'homme remarque Touya et Edo semble avoir un peu d'histoire avec lui. Il dit que c'est grâce à Edo s'il a pu éveiller son talent et qu'il lui en est vraiment reconnaissant, mais c'est la preuve de son sens tordu de la gratitude. Il dit qu'il va lui faire l'honneur d'en faire son prochain repas. Il se jette alors sur Edo et Touya, mais même s'il les regardait droit, Edo parvient quand même à attraper Touya et à se cacher derrière un pilier, tout cela avant même que le couteau de l'homme ne touche le sol. Apparemment, cette petite manœuvre était grâce aux prédictions computationnelles de Noman, mais Noman rappelle à Edo qu'elle doit s'en occuper dès que possible. Alors Edo tend son téléphone à Touya et lui demande ce qu'il ferait s'il existait un objet qui permettrait d'obtenir instantanément les talents de ses vies antérieures. Cela ressemble à un rêve devenu réalité pour quelqu'un comme Touya, mais il y a un hic, l'objet est cette lame, et pour obtenir le talent, vous devez jouer le rôle d'un adolescent émotif dépressif, donc ce n'est pas vraiment idéal. Alors que l'homme les localise enfin tous les 2, Edo se tranche soudainement le cou, activant ainsi son talent de vie antérieure en tant que Kunwashi. Pendant qu'elle fait cela, Touya remarque des pétales de fleurs se déverser d'elle, mais avant même qu'il puisse poser une question à ce sujet, l'homme l'attaque, donc Edo est forcé de se défendre avec ses épées. Pendant le combat, Noman parle à Touya via le téléphone et lui explique que grâce à la branche de la réincarnation, on peut récupérer les talents de ses vies antérieures,
et ceux qui ont accompli la réincarnation sont appelés les revenants. En tant que revenants, l'homme et Edo sont capables d'accomplir des prouesses surhumaines, ce qui est déjà assez évident. Mais Tuya ne sait toujours pas ce qu'il en est des pétales, alors Noman continue son explication. Elle dit que les pétales sont la preuve que quelqu'un a récupéré un talent de sa vie antérieure. Même les génies les plus exceptionnels finissent par mourir, et quand cela arrive, ils reçoivent une toute nouvelle vie. Mais grâce à la réincarnation, il leur est possible d'accéder à leurs compétences passées. Cependant, ce n'est pas parce que quelqu'un était talentueux dans sa vie antérieure qu'il était une bonne personne, ce qui explique comment on se retrouve avec des gens comme l'homme. Les bons comme les mauvais sont capables d'éveiller leur talent de vie antérieure, mais il y a aussi une chance que vous ayez été un vaurien sans talent dans votre dernière vie, auquel cas tenter la réincarnation vous tuera simplement. Cela signifie essentiellement que si Tuya essaie d'utiliser ce truc, il y a de bonnes chances qu'il meure réellement. Alors Noman lui demande s'il est toujours aussi désespéré d'éveiller un talent. Elle suppose que Tuya aurait peur et refuserait, mais il s'avère qu'elle a sévèrement sous-estimé à quel point il peut être fou. Pendant ce temps, Edo combat toujours l'homme, et il dit qu'il est déçu car, pour quelqu'un censé avoir le talent d'un épéiste légendaire, ses compétences ont été très peu impressionnantes. Edo prend cette déclaration comme une insulte, alors elle décide de sortir l'une de ses attaques ultimes, le coupure de cadavre aux 8 teintes. Au début, on dirait que l'homme s'y attend puisqu'il parvient à bloquer l'une des attaques de Edo, mais il oublie les 7 autres. Alors un instant plus tard, il est coupé en morceaux, et la seule chose qui reste de lui sont ses pétales, qui se dispersent ensuite au vent. Une fois que Edo a confirmé que l'homme est à terre, elle retourne chercher sa lame, mais elle remarque alors que Tuya a disparu. Elle demande à Noman où il est allé, alors Noman explique qu'il a pris l'une des lames de réincarnation et s'est enfui. Edo a l'air soulagée car elle craignait que Tuya n'ait pas le cran de le faire, mais c'est exactement le résultat qu'elle espérait. Dans la chambre de Tuya, nous le voyons trempé de sang après s'être tranché le cou. Alors qu'il s'évanouit, il fait un rêve vague à propos d'un mystérieux homme aux cheveux blancs. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, c'est déjà le matin, et Edo est assise dans sa chambre avec lui. Il lui demande ce qu'elle fait ici, mais ensuite il voit sa main couverte de sang séché, et c'est là que Edo lui dit qu'il est devenu avec succès un revenant. Il a cependant beaucoup gémi et grogné dans son sommeil, alors elle lui demande ce que c'était que ça. Un peu plus tard, Edo et Tuya sont assis sur un banc dans un parc, et Tuya explique qu'il avait un frère aîné qui était bon en tout. Tout le monde s'agglutinait autour de lui parce que c'était un prodige avec un avenir brillant, tandis que Tuya était négligé parce qu'il était douloureusement et totalement moyen. Tout ce qu'il faisait était comparé aux performances exceptionnelles de Seiya, et parce que Tuya n'avait pas gagné de médaille d'or dans une course à pied à 6 ans, son père l'a traité de déception. Depuis lors, Tuya a été désespéré d'être à la hauteur du standard que Seiya avait établi. Mais pour tous les talents que Seiya avait, il a fondamentalement fait un sur son statut de santé, donc il est finalement tombé malade et est mort. Les parents de Tuya l'ont blâmé pour la mort de Seiya pour une raison quelconque, ce qui a abouti à ce qu'il soit expulsé de la maison. Il a donc essayé de se venger d'eux en acquérant son propre talent pour leur prouver qu'ils avaient tort. Edo comprend maintenant pourquoi Tuya était si désespéré d'obtenir un talent, mais désespéré est un euphémisme, car Tuya a littéralement essayé toutes les compétences possibles et il n'a jamais été bon à rien. Edo dit qu'elle comprend ce que Tuya ressent parce que, d'une certaine manière, elle est comme lui. Tuya est un peu confus par cette déclaration, alors il s'apprête à lui demander ce qu'elle veut dire par là, mais avant qu'il ne le puisse, elle reçoit soudainement un message de Noman lui demandant de venir. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans la chambre de Noman, et rien qu'en regardant l'endroit, on peut dire que Noman n'a jamais touché d'herbe de sa vie, principalement parce qu'elle ne peut pas marcher. Tuya reconnaît sa voix comme celle du téléphone hier, et Edo demande à Noman où sont tous les autres car c'est terriblement vide ici. Noman explique que tous les autres sont actuellement en mission pour vaincre les revenants maléfiques. Après tout, c'est leur mission principale ici à la forêt des Grands. Elle explique que puisque les revenants maléfiques sont susceptibles d'apparaître de temps en temps, il est de leur devoir de les éliminer dès que possible avant qu'ils ne causent du tort au public, comme l'homme hier, et elle s'attend à ce que Tuya se joigne au combat. Tuya semble très coopératif pour quelqu'un à qui l'on vient de dire qu'il doit tuer d'autres personnes. Pour sa première mission officielle, il sera accompagné de Edo pour abattre un revenant maléfique nommé Vlad. Cependant, Noman dit qu'elle ne veut pas qu'il le tue tout de suite. Cette partie est un peu déroutante pour Edo car tuer les revenants maléfiques est son travail, mais Noman dit qu'elle veut rassembler des informations sur le talent de Vlad, donc ils doivent juste l'occuper pendant 10 minutes, et après cela, ils pourront le tuer. Elle mentionne également que la mission sera en attente jusqu'à dans 2 jours car ils doivent encore tester le pouvoir de revenant de Tuya. Plus tard dans la nuit, Tuya sort à la recherche d'une opportunité d'utiliser son pouvoir. À un moment donné, alors qu'il descend la rue, il aperçoit un cambrioleur qui vient de voler le sac d'une fille, et elle est en train de courir après le voleur, donc Tuya décide que c'est l'occasion parfaite. Ironiquement, le talent de Tuya s'appelle le bras droit du voleur, et comme prévu, c'est un talent de vol, alors que le cambrioleur le dépasse.
Tuya parvient à plonger sa main dans le sac de la fille et à récupérer toutes ses affaires pour elle. Le voleur s'enfuit alors, complètement ignorant du fait que le sac est maintenant vide. Lorsque la fille atteint Tuya, elle se met à lui crier dessus pour ne pas avoir arrêté le voleur quand il en avait l'occasion, mais ensuite Tuya lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a sorti toutes ses affaires du sac. La fille est d'abord reconnaissante pour son aide, mais ensuite elle se souvient que c'était un sac Birkin qui a été volé, et le sac lui-même vaut bien plus que ses affaires, alors elle continue de courir après le voleur. Le pouvoir de Tuya a une portée effective de 70 cm, ce qui est un énorme handicap car il n'a aucune capacité de combat évidente à proprement parler. Mais si Tuya parvient d'une manière ou d'une autre à être à portée pour activer son talent, il est capable de briser les lois de la physique pour voler tout ce qu'il peut attraper, indépendamment des obstacles physiques. Et son efficacité ne se limite pas non plus aux objets, car dans ce bref instant, Tuya est également capable de voler le sang dans les veines du voleur, donc il est actuellement effondré sur le sol. À tous égards, c'est un pouvoir qui semble maléfique, mais tant que Tuya ne l'utilise pas à de mauvaises fins, alors il n'y a pas de problème. Cela dit, ce type n'était pas un revenant, c'était juste un voleur ordinaire, donc une peine de mort pour avoir volé un sac à main semble un peu trop extrême. 2 jours plus tard, c'est l'heure de la mission pour éliminer Vlad, donc Edo et Tuya partent dans la forêt pour le combattre. Tuya doit rester à distance pendant que Edo mène la charge car il n'a pas beaucoup d'expérience au combat. L'objectif initial ici est juste d'occuper Vlad pendant 10 minutes pour que Noman puisse rassembler des informations sur lui. Mais le talent de Vlad lui permet de créer d'innombrables pointes acérées depuis le sol, ce qui rend difficile pour Edo de rester en sécurité tout en le combattant, donc elle finit par se faire poignarder à l'épaule par Vlad. Edo est hors de combat ici, donc même si les 10 minutes sont presque écoulées, Noman abandonne l'idée de rassembler des informations sur Vlad et dit à Tuya de sortir de là avant de se faire tuer aussi. Mais Tuya ne se sent pas à l'aise de laisser Edo mourir dans une telle situation. Vlad s'apprête à achever Edo quand, soudainement, un bras traverse sa poitrine, ce qui le prend au dépourvu car il est censé y avoir un mur de pierre derrière lui. Il s'avère que Tuya a utilisé le mur de pierre comme couverture pour atteindre l'intérieur du corps de Vlad. Vlad suppose qu'il avait l'intention de lui voler son cœur, mais parce qu'il n'est pas encore habitué à son pouvoir, il rate sa cible et finit par ne rien voler. Vlad se moque de Tuya pour avoir échoué à une occasion de victoire aussi claire, et étant donné les circonstances, il n'y a aucun moyen que Vlad perde contre lui maintenant qu'il sait quel est son pouvoir, donc Tuya et Edo sont à peu près condamnés. Cependant, juste à ce moment-là, une aura sombre remplit l'air, et une voix forte ordonne à Vlad de se retirer immédiatement. Vlad essaie de dire à son patron qu'il était sur le point d'achever ses gamins, mais son patron se fait très clair, Vlad doit se retirer immédiatement, alors il s'enfuit à contre-cœur, laissant Edo et Tuya en vie. Plus tard, Tuya se tient seul près d'un pont quand soudainement il est acculé par Vlad. Vlad exige qu'il rende ce qu'il lui a volé ce jour-là. Au début, Tuya essaie de faire l'idiot et de faire comme s'il ne savait pas de quoi Vlad parlait, mais Vlad dit qu'il sait que Tuya a dû voler son talent. Quand Tuya a attaqué Vlad, sa cible était le talent de Vlad depuis le début. Et le fait que Vlad soit venu ici seul pour essayer de le récupérer signifie qu'il n'a dû en parler à personne, ce qui est parfait pour Tuya car il veut garder secret son pouvoir de voler les talents. Pour s'assurer que cela reste secret, il active son pouvoir volé et empale Vlad avec ses propres pointes. Tuya n'est pas un héros, et il n'a aucun intérêt à protéger l'humanité. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acquérir autant de talents que possible, bon ou mauvais, afin de devenir la personne la plus talentueuse de la planète, et il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Le lendemain matin, Noman appelle pour réveiller Eto, et elle est un peu confuse parce que, d'après ce qu'elle peut voir, on dirait que Tuya a passé toute la nuit à étudier, et elle ne pensait pas qu'il était le genre de personne à continuer à fournir des efforts inutiles alors qu'il a déjà éveillé un talent. Tuya ignore la déclaration de Noman et lui demande quel est le programme pour aujourd'hui, alors Noman l'informe qu'il va traquer un réincarnateur maléfique, mais avant cela, il y a une étape qu'elle aimerait qu'il fasse d'abord. Noman donne à Tuya les indications pour se rendre chez Eto car elle ne répond pas à son téléphone, et après être entrée, Tuya la trouve à moitié endormie et à moitié habillée au milieu de son dojo. Noman se met à crier après Eto pour sa paresse, mais Eto dit qu'elle a seulement fait la grasse matinée parce qu'elle a passé toute la nuit à entraîner ses compétences à l'épée. Une fois de plus, Noman ne comprend pas pourquoi quelqu'un s'embêterait à s'entraîner alors que les compétences qu'il possède déjà dépassent de loin tout ce qu'ils pourraient accomplir par leurs propres efforts, mais quoi qu'il en soit, Eto aime toujours s'entraîner quand elle le peut. Quoi qu'il en soit, la cible d'aujourd'hui est un clown voyou nommé Hisoka, qui cible les jeunes enfants et les attire dans la forêt pour en faire ses victimes. Peu de temps après, ils entrent sur le territoire du clown tueur, et il les attaque à vue parce qu'il s'attendait à ce qu'il se présente. Eto active immédiatement ses pouvoirs, et Hisoka suppose que ce sera facile puisqu'il n'a qu'à garder ses distances et utiliser son haine, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Eto a déjà tranché son corps en deux, donc la mission est déjà terminée. C'est techniquement un succès,
mais Noman est furieuse que Eto ait éliminé le clown si facilement alors que cela devait être une occasion de laisser Touya acquérir une vraie expérience de combat. Elle s'excuse d'avoir agi si vite, mais elle pensait simplement que le clown avait l'air d'une cible facile, donc elle n'a pas pu s'en empêcher. Cependant, il semble que Eto et Touya n'étaient pas les seuls à rechercher le clown, car il y avait toute une équipe d'intervention qui le suivait, et maintenant qu'ils ont vu Eto abattre le clown si facilement, ils décident de la suivre également pour découvrir le secret de ses répandeurs de pédales. Plus tard dans la nuit, Eto traque un autre réincarnateur maléfique, mais soudain, un tas de pommes tombe devant Gen, et une seconde plus tard, il est plaqué au sol par une force énorme. Gen lutte beaucoup, mais il finit par parvenir à se glisser hors du champ de gravité pour continuer à s'enfuir, et le réincarnateur Newton est très impressionné qu'il ait réussi à surmonter autant de gravité par lui-même. Comme le gars est de nouveau en fuite, c'est au réincarnateur Einstein de l'arrêter, alors elle utilise la théorie de la mécanique quantique pour se téléporter juste à côté de Gen, puis téléporter son bras hors de son corps. Une fois Einstein de retour, Newton la félicite pour son bon travail mais lui demande pourquoi elle n'a pas simplement téléporté la tête du gars pour finir rapidement. Cependant, elle dit que tuer les cibles est le travail du soldat, donc elle ne voulait pas lui voler la vedette. Juste à ce moment-là, un pistolet est pressé contre l'arrière de la tête de Gen et on lui ordonne de se rendre, mais à cet instant, il utilise son autre main pour saisir une paire de ciseaux et lacère les deux yeux et le cou du soldat. Gen est sûr que cela aurait dû suffire à tuer le soldat, mais un instant plus tard, il reçoit une balle dans la poitrine car le soldat n'est pas un homme ordinaire. C'est le soldat mort-vivant réincarnateur, donc il ne peut littéralement pas mourir, et ce n'est pas tout. Ils ont aussi le docteur Ratia, le réplicateur, et il a complètement entouré la ruelle de ses clones, donc, il n'y a nulle part où aller pour Gen, et quelques instants plus tard, Gen est exécuté. Après la mission terminée, ils retournent tous à la base, où Noman les félicite pour leur bon travail. Ils remettent la branche qu'ils ont récupérée de Gen, puis Nightingale s'approche pour demander si quelqu'un a été blessé au combat, car elle est l'ange de la guérison. Funasaka aurait besoin d'un peu de récupération car il lui manque encore quelques parties du corps, alors Nightingale l'enlace et se met à lui lécher la joue pour commencer le processus de guérison. Elle lui murmure également à l'oreille qu'elle aimerait qu'il prenne mieux soin de son corps parce qu'elle déteste le voir blessé, et elle semble vraiment apprécier son moment avec Funasaka, alors les autres les laissent tranquilles. Quant à Touya, pendant que les autres étaient en mission, il était occupé à démêler les fils emmêlés de l'installation de Noman, et Eto est surprise qu'il soit prêt à faire ce genre de corvée alors qu'il a enfin le talent qu'il désirait tant, mais Touya dit qu'il aime justement faire ce genre de petites tâches, et Noman est reconnaissante de son aide car elle n'a pu obtenir l'aide de personne d'autre. Newton a beaucoup entendu parler de Touya par Noman, donc il est excité de le rencontrer enfin, et normalement il ferait une présentation formelle, mais tout le monde fait déjà ses propres affaires, et Nightingale embrasse toujours Funasaka, donc ils devront reporter les présentations pour l'instant. Plus tard dans la nuit, Touya et Eto rentrent ensemble chez eux, mais juste à ce moment-là, Touya remarque que les lumières de son appartement sont allumées, ce qui est étrange puisqu'il vit seul, alors lui et Eto montent prudemment pour comprendre ce qui se passe. Une fois à l'intérieur, Touya trouve un vieil ami à lui, Itsuki, assis dans sa chambre. Itsuki commence à dire que Touya a exactement la même apparence même si cela fait des siècles qu'ils ne se sont pas vus, et voyant qu'Itsuki est un ami de Touya, Eto décide de se présenter. Touya mentionne que malgré son apparence, Itsuki est en fait exceptionnel en arts martiaux, au point qu'il a été salué comme un enfant prodige aux côtés du frère de Touya, et il est actuellement le chef d'une unité de force spéciale dans l'armée. Ce n'est pas un méchant, mais Touya le trouve vraiment agaçant car il saisit toutes les occasions pour se vanter de ses réalisations. Après s'être installé, Touya demande à Itsuki ce qu'il fait ici, alors il explique qu'il a entendu dire que Touya avait beaucoup séché les cours récemment, donc il était inquiet qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais il semble qu'il se soit inquiété pour rien car il suppose que Touya a juste été occupé avec sa nouvelle petite amie. Honnêtement, il ne pensait pas que Touya avait ça en lui pour décrocher une si jolie petite amie, et même si Touya essaie d'expliquer qu'il a tout faux, Itsuki pense qu'il est juste gêné, alors il lui dit qu'il n'a pas besoin de lui cacher ce genre de choses car ils se connaissent depuis si longtemps. En entendant cela, Eto devient curieuse, alors elle demande depuis combien de temps ils se connaissent, et Itsuki sort une photo de plusieurs années pour lui montrer. La photo représentait Itsuki, Touya et Seiya, et comme ils passaient beaucoup de temps ensemble à l'époque, Itsuki considère désormais Touya comme son propre petit frère. Il a toujours pensé que Touya et Seiya formaient un couple adorable parce que Touya faisait toujours tout son possible pour rattraper Seiya, et Seiya ralentissait souvent un peu pour ne pas laisser Touya derrière. Il se demande comment réagirait Seiya s'il était là pour voir que son petit frère a une petite amie. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seiya n'a jamais vraiment prêté attention à ce genre de petits détails, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais plutôt parce qu'il n'en avait jamais le temps, car il était tellement occupé. C'est ce qu'on appelle la malédiction des talents, mais Touya ne comprendrait probablement pas de quoi il parle. Quoi qu'il en soit,
il ne veut pas prendre plus de temps de qualité de Tuya avec sa petite amie, alors il dit qu'il part maintenant, mais Tuya ne supporte pas qu'Itsuki pense toujours qu'il n'a pas de talent, alors il l'arrête et annonce qu'il a enfin un talent à lui. Tuya active alors ses pouvoirs, et plutôt que d'être choqué, Itsuki a l'air furieux parce qu'il savait déjà ce qu'étaient les réincarnateurs et comment ils fonctionnaient, et il est déçu d'apprendre que Tuya est vraiment l'un de ces perdants qui comptent sur un pouvoir qu'ils n'ont pas mérité. Eto est offensé et crie à Itsuki de retirer ses paroles tout en le menaçant avec son épée, car elle dit qu'il ne comprendrait jamais ce que les gens comme elle et Tuya ont dû traverser avant d'obtenir ses pouvoirs. Cependant, Itsuki dit que cela ressemble juste aux excuses d'un perdant inutile. Entendre Itsuki l'appeler inutile fait sortir Eto de ses gonds, alors elle tente de le trancher, mais les talents d'arts martiaux d'Itsuki ne sont pas une blague, donc il évite facilement son attaque et lui fait perdre l'équilibre avant de la plaquer au sol. Il lui dit qu'elle a de la chance d'être la petite amie de Tuya, car sinon il n'aurait pas pris autant de précautions après un tel geste, et Tuya ne peut même pas être contrarié par ce qui s'est passé car Eto a bien essayé de tuer Itsuki. Alors qu'Itsuki part, Tuya admet qu'utiliser le pouvoir du réincarnateur était effectivement un raccourci facile, mais il prévoit d'utiliser ce pouvoir pour acquérir ses propres talents afin de pouvoir un jour surpasser Seiya, et en entendant cela, Itsuki part sans dire grand-chose. Dehors, au coin de la rue, un groupe d'unités de force spéciale était en embuscade car la véritable raison de la visite d'Itsuki aujourd'hui était de confirmer si Tuya était vraiment l'un des réincarnateurs, mais même si Tuya l'avait confirmé, il dit toujours à l'unité de battre en retraite car il ne veut pas faire de mal à son ami. Le docteur Yoshiki est déçu d'apprendre qu'Itsuki n'a pas l'intention de capturer ces deux-là car il espérait vraiment obtenir de nouveaux échantillons des pédales de réincarnateur, mais Itsuki dit à Yoshiki qu'il a déjà plus qu'assez d'échantillons, donc personne n'est autorisé à intervenir ici. Pendant ce temps, de retour dans la chambre de Tuya, Eto boude dans le coin car non seulement elle a perdu son calme, mais elle s'est aussi fait complètement maltraiter même avec son talent activé. Voyant Eto si déprimée, Tuya comprend enfin ce qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle lui ressemblait vraiment. Elle explique qu'avant d'obtenir son talent, elle était une fille ordinaire et inutile, tellement inutile, en fait, qu'elle a été abandonnée à la naissance. Elle a grandi dans un orphelinat, et les enfants qui vivent dans les orphelinats sont assez méchants, donc elle était constamment victime d'intimidation, surtout parce que ses cheveux étaient d'une couleur différente. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, et le personnel s'en fichait assez pour ne rien faire, alors ils faisaient tous semblant de ne rien remarquer. Cependant, un jour, elle a été recueillie par un homme gentil qui l'a emmenée dans son dojo et a promis de l'entraîner. Eto était heureuse d'avoir enfin une place à elle, mais comme la famille était fondée sur des règles et traditions anciennes, beaucoup étaient contre le fait que le maître la prenne chez lui, mais il n'a pas tenu compte de leurs objections et a accueilli Eto quand même. Il lui a donné tout l'amour et l'attention qu'elle pouvait demander, et Eto voulait lui rendre l'appareil en travaillant dur pour maîtriser l'épée, mais peu importe combien elle s'entraînait, elle ne pouvait jamais progresser car elle n'avait aucun talent pour l'épée. Elle voulait désespérément acquérir du talent pour rendre son père fier, alors qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle une branche de réincarnation pouvait lui permettre d'éveiller un talent. Elle a cherché partout jusqu'à en trouver une et éveiller les compétences à l'épée de Musashi, mais dans son excitation de montrer son talent à son père, elle est allée trop loin et a failli le tuer. Il a survécu, mais il est resté paralysé et incapable de tenir une épée à nouveau, donc le dojo a été fermé et la famille l'a chassé pour ce qu'elle avait fait. Elle ne veut pas que les choses se terminent ainsi, alors elle prévoit de réparer les choses en devenant une réincarnatrice complète et en rouvrant le dojo pour son père, mais c'est la première fois que Tuya entend parler d'un réincarnateur complet, donc il ne sait pas de quoi elle parle. Pendant ce temps, Itsuki et Yoshiki retournent à la base en voiture, et Itsuki aimerait vraiment avoir pu éviter ces retrouvailles car il ne voulait pas dire tous à là-bas, mais il est vraiment déçu que Tuya ait fini ainsi, et ce qui rend les choses pires, c'est que tout cela est exactement ce dont parlait la prophétie qu'ils ont reçue, donc les choses ne feront qu'empirer à partir de maintenant. De retour chez Tuya, il demande ce qu'est censé être un réincarnateur complet, et Noman intervient pour expliquer que tout le monde à l'Arbre des Grands est un réincarnateur complet sauf Tuya et Eto. La principale différence est que tandis que Eto et Tuya ont une limite de temps d'utilisation de leurs capacités, les autres réincarnateurs complets n'ont aucun temps de recharge et sont toujours sous leur forme talentueuse. Cet état peut être atteint en utilisant vos talents de plus en plus au combat jusqu'à ce que vous ne reveniez tout simplement pas à la normale, et bien que cela semble douteux, c'est exactement ce que Eto vise. Car la seule façon pour elle de pouvoir faire face à son père à nouveau serait de revenir en tant que Musashi Miyamoto. Plus tard dans la nuit, Tuya appelle Eto dehors à l'école car il a quelque chose à lui montrer. D'abord, il lui fait éteindre son téléphone pour que Noman ne puisse pas écouter, et une fois qu'il est sûr que c'est sûr, il révèle que son talent lui permet de voler les talents des autres. Eto dit à Tuya qu'elle est impressionnée car son talent est vraiment utile, mais Tuya lui demande si elle est sûre de vouloir célébrer cela, car dans sa quête de talent, il n'hésiterait sans doute pas à cibler ses amis si nécessaire. Cependant, quelque chose comme ça ne dérange pas Eto, car elle ferait exactement la même chose si elle était à la place de Tuya. Elle encourage Tuya à faire de son mieux,
Mais elle est aussi un peu agacée, alors elle pousse Tuya contre le mur et lui demande pourquoi il n'a pas encore essayé de voler son talent. Elle sait que la relation ne l'empêcherait pas de le faire s'il le voulait, donc cela doit signifier qu'il pense que son talent ne vaut pas la peine d'être volé, et elle a tout à fait raison. Elle ne nie pas que son talent n'est pas génial pour l'instant, mais elle jure qu'elle va l'entraîner jusqu'à ce que Tuya soit obligé de reconnaître que c'est un grand talent et essaie de le lui voler. Tuya comprend ce qu'elle essaie de dire, alors il promet d'accumuler une collection de talents dignes de rivaliser avec le sien à l'avenir, alors que tous les deux ont désormais formé un lien en tant que rivaux. Une fois que Yoshiki et Itsuki seront de retour, ils confronteront immédiatement le voyant qu'ils ont capturé. Car même si Itsuki déteste l'admettre, tout ce que le voyant a prophétisé s'est réalisé. Jusqu'au moment où Tuya a révélé ses pouvoirs à Itsuki en utilisant l'une de ses lames. Yoshiki a tenté d'analyser la lame pour voir de quoi elle est faite, mais jusqu'à présent, ils n'ont réussi à rien trouver, c'est pourquoi ils prévoient d'obtenir les réponses qu'ils veulent du voyant d'une manière ou d'une autre. Le voyant trouve la menace de torture amusante. Bien qu'il soit une unité d'opération noire spécialisée, en particulier Itsuki qui possède un talent à la hauteur des grands de l'histoire, ils ne font toujours pas le poids face à ce qui va arriver. Après tout, ils ne sont que des humains liés par les lois de la physique, contrairement aux réincarnateurs. Il a choisi de se laisser capturer par eux en premier lieu, donc il ne pourrait pas le retenir contre sa volonté, même s'il le voulait, mais il accepte de leur donner quelques informations. Premièrement, il leur dit qu'il va se lever et sortir de cette pièce complètement indemne. Et deuxièmement, que son roi va ramener les fléaux d'antan. En disant cela, les chaînes liant ses mains se brisent et tous les soldats commencent immédiatement à tirer pour tenter de le maîtriser, mais après que la poussière soit retombée, il est toujours parfaitement indemne. Itsuki se jette alors en avant et tranche net le bras du voyant, se moquant de lui pour avoir prétendu qu'il pourrait sortir d'ici indemne, mais à sa grande surprise, le voyant a toujours son bras attaché à son corps comme si rien ne s'était passé, donc il était vraiment indemne. Le voyant s'éloigne alors tranquillement, mais cette fois, Itsuki dit à ses hommes de le laisser tranquille car il est clair qu'aucun d'eux ne pourra l'arrêter sans faire de victime. Le voyant dit que c'était un geste intelligent car il a à peu près sauvé la vie de ses hommes, mais avant qu'ils ne partent, Itsuki lui demande de répondre au moins à une question. Il veut savoir si, lorsque le voyant a mentionné un roi, il faisait référence au chef d'une sorte d'alliance de revenants. Cependant, le voyant lui dit que ce n'est rien de tel. Il y a certains revenants qui ont formé une sorte d'alliance comme le groupe de l'Arbre des Grands, mais dans son cas, il est simplement un humble serviteur du roi des revenants. Pendant ce temps, retour à l'Arbre des Grands, Newton raconte à tout le monde comment il a failli être attaqué par un second revenant alors qu'il effectuait une extermination. Noamant lui demande s'il peut lui donner des détails sur le pouvoir du revenant ou ce qu'il pouvait faire, mais Newton ne sait pas vraiment comment l'expliquer. La meilleure façon qu'il a de le décrire est que c'était comme une sorte de brouillard noir, et en entendant cela, Eto et Tuya réalisent que ça doit être le même gars qui est intervenu dans leur combat contre Vlad. Noamant et Einstein semblent particulièrement troublés quand elle réalise qui c'est, et quelques instants plus tard, alors que Newton s'apprête à demander ce qui ne va pas, l'homme lui-même apparaît sur tous les écrans de la base. Il salue joyeusement tout le monde présent et mentionne comme il est merveilleux qu'ils aient gagné de nouveaux amis, mais il va devoir détruire ce petit rassemblement. Leur devise est que ceux qui ont du talent sont obligés de l'utiliser pour le bien du monde et que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette règle doivent être éliminés, mais le roi pense que c'est une règle idiote car le talent devrait être une chose de liberté que l'on peut utiliser comme on le souhaite. C'est pourquoi il va se débarrasser d'eux afin de pouvoir avancer avec son plan. Après cela, le roi disparaît et Newton est vraiment perplexe car il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il demande à Noamant qui était ce type, mais elle est trop préoccupée pour lui répondre. Car ce qui vient de se passer prouve que le roi est vraiment le cerveau derrière toute l'activité maléfique des revenants qui a eu lieu récemment. Einstein est particulièrement contrarié car elle n'arrive pas à croire que le roi ait survécu, mais il n'y a plus moyen de le nier maintenant. Noamant explique à tout le monde que le revenant qu'ils viennent de rencontrer était le roi tyran Xiangyu et qu'il possède le talent de combat le plus puissant qui soit. En plus de cela, il est aussi l'un des membres fondateurs de la Forêt des Grands. Les autres n'avaient jamais été informés de cela auparavant, mais la Forêt des Grands n'a pas toujours été aussi grande qu'elle l'est maintenant. Elle ne comptait autrefois que 5 membres, donc Xiangyu, et ils avaient un leader qui croyait que les talents devaient être utilisés pour l'amélioration du monde, c'est pourquoi la mission de la Forêt des Grands s'est centrée sur l'aide à l'humanité. Cependant, Xiangyu était un roi qui prospérait dans la tyrannie, et il ne supportait pas l'ennui d'aider les gens, alors il a trahi le groupe et tué leur leader. C'est cet acte de trahison qui a conduit Noamant à croire qu'il est impossible de coexister avec des revenants qui possèdent des talents maléfiques puisqu'ils aspirent intrinsèquement à la destruction. Par conséquent, ils doivent être détruits pour le bien de l'humanité. Einstein bouillonne de rage parce qu'elle pensait avoir tué Xiangyu la dernière fois, et elle jure qu'elle l'achèvera pour de bon la prochaine fois qu'elle le verra, mais Newton lui dit de se calmer car c'est une mauvaise idée. Cependant, Einstein n'est pas d'humeur à être calmé, alors elle lui donne un coup de poing au visage et lui dit de se taire car il ne pourrait jamais la comprendre.
Newton déteste vraiment le fait qu'Einstein passe directement au coup de poing quand elle est en colère, mais il lui dit qu'il ne dit pas qu'elle devrait simplement laisser Xiangyu s'en aller. Il veut juste dire qu'elle ne devrait pas y aller seule parce qu'ils ont une équipe de revenants puissants qui sont tous prêts à l'aider. Noamant dit aussi qu'elle pense qu'ils peuvent gagner tant qu'ils travaillent tous ensemble, donc ils organiseront une bataille générale pour éliminer Xiangyu et, espérons-le, anéantir les revenants maléfiques une fois pour toutes. Ils sont sur le point de partir, mais avant qu'ils ne partent, Noamant appelle Phonosaka et lui donne un message secret. Une semaine plus tard, Noamant parvient à localiser la base de Xiangyu, et toute l'équipe est prête à lancer une attaque surprise. Juste à ce moment, le revenant Jules César court vers Eto, et il semble vraiment attaché à elle, mais Eto ne veut rien avoir à faire avec lui, alors elle continue d'esquiver ses avances. César continue d'essayer d'attirer son attention. Cependant, alors qu'il est encore au milieu d'une phrase de drague, Eto est soudainement attaqué, alors elle dégaine ses épées et se retrouve dans une impasse avec l'épéiste, Jubei. Jubei et Eto sont en réalité très bonnes amies, donc ce petit duel est juste une façon de prendre des nouvelles et de tester leurs compétences l'une contre l'autre pour s'assurer qu'elles n'ont pas perdu la main. Jubei va ensuite voir Touya pour se présenter à lui, et César fait de même, mais Touya ne s'intéresse pas du tout à lui, alors il se détourne pour parler à Noamant et Newton. Il leur demande pourquoi il y a autant de visages inconnus ici, alors Newton explique que la forêt des grands a de nombreux membres dans le monde entier, mais comme c'est une si grande bataille, Noamant les a tous rappelés pour y participer. Touya est stupéfait car il n'aurait jamais imaginé voir autant de talents historiques au même endroit, mais il semble que les membres qui ont été rappelés ne veuillent pas vraiment être ici. Des gens comme Charles Darwin pensent que les revenants maléfiques sont voués à la destruction par leur nature, donc il aurait été préférable de les éliminer individuellement plutôt que d'avoir une bataille générale, et Bobby Fischer est d'accord avec Schrödinger. Touya ne sait pas grand-chose sur ces personnes, mais il peut voir qu'elles ne semblent pas être le genre de personnes qui travaillent bien en équipe. Cependant, cela lui convient parfaitement car il se moque de gagner ou de perdre, tout ce qu'il veut, c'est voler autant de talents que possible dans le chaos. Une fois que tout le monde s'est calmé, Noamant les informe tous du plan, et en gros, ils doivent tous attaquer selon 3 chemins prédéterminés, donc Touya essaie de décider quelle route il devrait choisir pour maximiser sa chasse au talent. Mais juste à ce moment-là, Phonosaka annonce qu'il aimerait faire équipe avec Touya et Fabre pour emprunter le chemin de la Terre, et cela compromet sérieusement le plan de Touya car il ne peut voler aucune compétence sans se faire prendre s'il a des coéquipiers à proximité. Il demande à Phonosaka pourquoi il veut faire équipe avec quelqu'un comme lui, et Phonosaka dit simplement qu'il s'est récemment intéressé à Touya. Touya ne trouve rien à dire pour se sortir de cette situation sans paraître suspect. Alors que la mission s'apprête à commencer, ils se rassemblent devant la porte principale et Noamant avertit tout le monde de faire attention car ils vont faire face à certains des pires méchants de toute l'histoire. Eto et Jubei sont choisis pour mener la charge, et alors qu'Eto passe devant Touya, qui panique toujours à l'idée d'être jumelée, elle lui dit qu'elle sera beaucoup plus forte au moment où il atteindra les portes du château, qu'il n'aura d'autre choix que d'essayer de lui voler quelque chose. Après cela, Jubei et Eto défoncent la porte principale et se précipitent à l'intérieur, il est donc temps pour le reste de l'équipe de rejoindre l'action également. Les sœurs Wright volent toutes deux dans les airs et portent l'un des satellites de Noamant afin qu'elle puisse commencer ses calculs, et pendant qu'elle fait cela, les équipes pénètrent dans l'enceinte. Alors que Touya court avec Phonosaka, Phonosaka peut voir qu'il semble contrarié par quelque chose, alors il suppose que Touya doit s'inquiéter pour Eto. Après tout, ces deux-là semblent assez proches, il est donc naturel de supposer qu'ils forment un couple. Touya est un peu pris au dépourvu par ce que Phonosaka vient de dire, mais il précise qu'il n'y a rien de spécial entre lui et Eto. Cependant, à ce propos, il s'est demandé s'il se passait quelque chose entre Phonosaka et Nightingale car les choses deviennent vraiment inconvenantes quand ils sont ensemble. Mais avant que Phonosaka ne puisse même répondre, Touya réalise qu'il a fait une erreur fatale, alors il retire rapidement sa question. Jusqu'à présent, il a pris un soin particulier à ne pas s'impliquer dans la vie personnelle des membres de la forêt des grands car il ne voudrait pas s'attacher à eux et hésiter au moment de voler leur talent, mais il a failli glisser. Un instant plus tard, une main géante sort de la forêt et tente d'attraper Touya, mais Phonosaka le tire hors de danger à temps. Cependant, bien qu'ils soient en sécurité pour l'instant, ils vont quand même devoir combattre ce groupe, et l'étrangleur semble être problématique à gérer. Les autres revenants semblent également faire face à des défis similaires, mais Noamant n'est pas vraiment inquiète car elle est sûre qu'ils peuvent tous les gérer. Schrödinger est opposé au revenant Bill le tueur, un tireur d'élite du Far West, et il parvient facilement à tirer dans la tête de Schrödinger pour l'achever. Cependant, un instant plus tard, Schrödinger apparaît juste derrière lui, et Bill ne comprend pas ce qui se passe car il est sûr d'avoir tiré sur Schrödinger il y a un instant. Schrödinger le confirme également, mais par la nature de sa capacité, même s'il a reçu une balle dans la tête, il existait un univers alternatif où ce n'était pas le cas, donc il est simplement passé dans celui-ci, à la place. Son pouvoir lui permet de manipuler la probabilité de tout résultat. Par exemple, même s'il n'est pas particulièrement bon pour viser avec un pistolet,
Il peut choisir une réalité où il parvient à faire un parfait tir dans la tête par pure chance, et quand il fait cela, il ne peut essentiellement jamais manquer. Quant à Darwin, il est opposé au rouge éventreur, un revenant dont les griffes peuvent trancher n'importe quoi, mais l'éventreur n'est pas le seul à posséder des griffes car la capacité de Darwin lui permet de faire évoluer tous les traits ou caractéristiques nécessaires pour gagner un combat, donc battre l'éventreur ne sera pas un défi pour lui. Et de même, Bobby Fischer et les autres ne luttent pas non plus, mais Eto commence à être agacé car Jubei ne cesse de lui voler tous les adversaires puissants avant qu'elle n'ait la chance de se battre. Cependant, Touya et Phonosaka n'ont pas la tâche aussi facile que les autres car l'étrangleur est trop coriace pour qu'ils puissent le battre seul. Juste alors, Phonosaka dit à Touya de continuer à avancer et de le laisser derrière, ce qui surprend assez Touya, mais Phonosaka dit que tout ce qui compte, c'est qu'il gagne la bataille dans l'ensemble. Il sort alors son pistolet et commence à tirer sur les spires avant de lancer une grenade sur l'étrangleur, mais la grenade ne fait pas grand-chose car l'étrangleur encaisse l'explosion et se dirige droit vers Phonosaka. Cependant, à la dernière seconde, Touya intervient pour le sauver et il s'apprête à activer son pouvoir, mais juste à ce moment-là, l'étrangleur tombe raide mort sur place. Touya ne comprend pas ce qui vient de se passer, alors Phonosaka explique que c'est l'œuvre de Fabre, le revenant au talent de furtivité, et comme il est capable de bloquer toute perception de ses mouvements, il a pu injecter à l'étrangleur une dose mortelle de poison pour le tuer. Dès que Touya entend cela, il se dit à quel point ce serait génial s'il pouvait voler ce talent pour lui-même, mais il devrait trouver un moyen de surprendre un détenteur de talent invisible. En même temps, Phonosaka appelle Nohaman et lui demande si elle est sûre de vouloir qu'il surveille Touya car Touya lui semble plutôt digne de confiance jusqu'à présent, mais elle se méfie de lui depuis un moment car il semble trop intéressé par les talents des autres et il éteint souvent son téléphone pour échapper à sa surveillance, donc elle pense qu'il pourrait travailler pour Xiang Yu. Pendant ce temps, dans la tour de l'horloge, l'un des subordonnés de Xiang Yu, un tireur d'élite, est posté et se prépare à éliminer les frères Wright pour faire tomber le satellite de Nohaman, mais Nohaman avait déjà anticipé et posté un tireur d'élite à elle à un endroit différent pour éliminer le tireur d'élite de Xiang Yu. Cependant, elle n'avait pas prévu que Xiang Yu avait déjà préparé un second tireur d'élite à un endroit différent, donc les jumeaux reçoivent une balle dans la tête et Nohaman regarde avec horreur deux de ses compagnons connaître une fin atroce. Et la situation ne fait que commencer car Xiang Yu a toujours ses 5 généraux en embuscade pour anéantir la forêt des grands. Pendant ce temps, du côté de Touya, Phonosaka réalise qu'il vient de perdre le contact avec Nohaman, et pendant qu'il est distrait, 2 attaquants tentent de le mettre hors d'état de nuire. Cependant, Touya intervient et utilise le pouvoir de Vlad pour les arrêter, mais Phonosaka reconnaît le pouvoir comme étant l'une des capacités des revenants maléfiques, ce qui le pousse à soupçonner que Touya est vraiment un espion. Touya panique et dit à Phonosaka qu'il n'est pas un ennemi travaillant pour les mauvais réincarnateurs, et alors qu'il dit cela, à sa surprise, Phonosaka le croit réellement et baisse son arme. Touya est soulagé, mais il ne comprend pas pourquoi Phonosaka le croirait sur parole. Mais Phonosaka dit simplement qu'il n'est pas aussi analytique que Nohaman. Même si Touya lui semble vraiment suspect en ce moment et qu'il a caché une partie de son talent, il est aussi vrai qu'il a révélé son talent en essayant de le sauver, et il détesterait ignorer cet acte de gentillesse, alors il choisit de faire confiance à Touya. Cela dit, il lui demande d'expliquer ce qui se passe afin de comprendre toute l'histoire. Un peu plus tard, Touya explique tout à Phonosaka, et Phonosaka semble très bien comprendre. Touya collectionne les talents dans le but de surpasser son frère Seiya, et il comprend pourquoi Touya cacherait quelque chose comme ça parce que Nohaman pèterait un câble si elle le découvrait. Phonosaka se tourne alors vers Touya et lui dit qu'il le soutient dans sa quête de collection de talents, et cela surprend énormément Touya. Phonosaka ajoute que, bien sûr, il n'est pas prêt à abandonner son talent à Touya, mais à part ça, cela lui importe peu parce qu'il a pris Touya en affection. Touya ne comprend toujours pas pourquoi Phonosaka est si compréhensif, mais Phonosaka lui dit qu'il ferait mieux de continuer à avancer pour l'instant. Phonosaka sait que les humains sont contradictoires par nature, et même si Touya ne l'a peut-être pas réalisé à propos de lui-même, il est aussi gentil qu'il est avide de talent. Après tout, il n'a pas hésité à révéler son talent pour le sauver ni à expliquer ce qui se passait quand on le lui a demandé, et cette nature contradictoire est la preuve que Touya est encore un humain, donc il ne pourrait pas être un espion. Juste à ce moment, Touya s'arrête et demande à Phonosaka s'il y a une raison pour laquelle il a choisi de devenir un revenant, et il y avait probablement une raison, mais Phonosaka s'excuse et lui dit qu'il ne sait pas quelle était cette raison parce qu'il n'a aucun souvenir de l'époque où il était encore humain. Pendant ce temps, chez Nohaman, après la mort des frères Wright, les autres se mettent immédiatement en position pour défendre Nohaman parce que si elle est vaincue, alors la forêt des grands est finie. L'un crée plusieurs clones et se place devant Nohaman pour former un bouclier humain, mais il est immédiatement fauché par des tirs nourris, et Eya réalise qu'il doit y avoir un autre tireur d'élite à l'œuvre, donc elle doit les éliminer avant qu'ils n'atteignent Nohaman. Au même moment, Touya et Phonosaka atteignent enfin l'une des portes du château, mais alors qu'ils s'apprêtent à passer, la porte est soudainement explosée par l'un des mauvais réincarnateurs. Touya parvient à s'en sortir indemne car il s'est caché derrière un débris,
mais Fonazaka a été blessé. Cependant, cela n'a pas d'importance puisqu'il est immortel. L'ennemi se plaint alors que Fonazaka a mis si longtemps à arriver, et Fonazaka dit à Tuya qu'il peut rester en retrait parce qu'il sait que ce type ne veut que se battre contre lui. Après tout, il n'est autre que Rude le Phénix. Pendant ce temps, Eya a finalement localisé le tireur d'élite ennemi, alors elle active son pouvoir et l'attire dans son double terrain blanc maîtrisé. Elle est sûre que ce ne sera pas un problème d'éliminer ce type. Cependant, lorsqu'elle essaie de le viser, elle réalise qu'elle ne le voit plus, et un instant plus tard, l'homme attrape le canon de son fusil de sniper. Il lui donne alors quelques conseils avec désinvolture, expliquant que son canon est beaucoup trop long car cela la rend sans défense dans les combats rapprochés, mais Eya ne s'était jamais inquiété de cela car aucun tireur d'élite ne s'engagerait intentionnellement dans un combat rapproché. Juste à ce moment, elle réalise que cet homme doit être le légendaire tireur d'élite Adcock, et même si Adcock pourrait finir le combat ici même, il propose de donner une autre chance à Eya. Il dit donc qu'il va se déplacer de 600 mètres supplémentaires pour qu'il puisse avoir un vrai duel de sniper. Mais avant qu'il ne parte, Eya l'interpelle et lui demande pourquoi il travaille avec les mauvais réincarnateurs alors qu'il est un héros légendaire, et Adcock dit qu'elle comprendra après la fin de leur duel. Du côté de Tuya et Fonazaka, Tuya demande pourquoi Rude travaillerait avec les mauvais réincarnateurs puisqu'il est censé être le célèbre pilote du Luafa, et selon l'histoire, Rude n'était certainement pas mauvais. Juste à ce moment, Rude tire sur Fonazaka, lui arrachant une partie du visage, mais Fonazaka riposte et touche Rude au visage. Cependant, tout comme Fonazaka, le pouvoir de Rude lui confère l'immortalité, et ce n'est pas tout ce qu'il peut faire. Rude largue alors une tonne de bombes directement sur Fonazaka, et le corps de Fonazaka est réduit en miettes, mais il se régénère un instant plus tard pour continuer le combat. Rude est intrigué que la version de l'immortalité de Fonazaka fonctionne par auto-régénération, mais Fonazaka sort au contraire toutes les armes qu'il a dans son arsenal, et Rude fait de même. Tuya reste caché pour ne pas être pris dans les tirs croisés, et en théorie, puisque tous deux sont immortels, ils devraient être à égalité. Mais le principal problème ici est la différence de puissance de feu. Fonazaka n'a que des armes à feu et des grenades à sa disposition, mais Rude a une mitrailleuse beaucoup plus puissante ainsi que sa pluie de bombes, et cela empêche Fonazaka de faire des progrès. La seule personne qui pourrait potentiellement renverser la situation dans un cas comme celui-ci est Fabre, mais Fabre est actuellement perdu dans la forêt car les navigateurs ne fonctionnent plus. Juste à ce moment, il tombe par hasard sur deux mauvais revenants assis au milieu de la forêt, et il se dit qu'il pourrait aussi bien les éliminer puisqu'ils ne peuvent pas se défendre contre quelqu'un qu'il ne voit pas. Cependant, à sa grande surprise, le gros homme se précipite vers lui, et il ne comprend pas comment c'est possible puisqu'il devrait être complètement invisible à la détection. La personne sur la chaise est Hitler, et il possède le pouvoir de stratège, c'est pourquoi il a déjà déduit les capacités de tous les membres de la forêt des grands. Quant à savoir comment il sait où se trouve Fabre, son pouvoir cache tous les sons et les odeurs émanant du corps de Fabre, mais comme cette forêt est pleine de pourriture due au pouvoir de Paul, l'absence d'odeur à l'emplacement de Fabre le trahit. L'avantage principal de Fabre étant rendu quasiment inutile, Paul l'écrase contre le sol. Pendant ce temps, Fonazaka et Rude combattent toujours, et aucun des deux n'a fait beaucoup de progrès en raison de leurs immortalités respectives, alors Fonazaka bat en retraite et rejoint Tuya. Il dit à Tuya qu'il ne peut rien faire ici car les capacités offensives de Rude sont supérieures aux siennes, mais Tuya peut voir que Fonazaka semble s'amuser. Fonazaka ne le nie pas, puisque ce combat est plutôt amusant, mais à son avis, ils ne peuvent pas gagner dans l'état actuel des choses. Tuya demande alors si cela va être une impasse, mais Fonazaka dit à Tuya qu'il y a une limite à l'utilisation que peut faire un revenant de ses pouvoirs, même avec quelque chose comme l'immortalité. Donc avec Fonazaka qui subit la plupart des dégâts dans ce combat, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne sa limite. Pendant ce temps, Eya affronte toujours Adcock dans son domaine, et elle est excitée d'avoir enfin un défi à sa hauteur. Mais ensuite elle voit Adcock sortir de sa couverture les deux bras levés. Elle n'en croit pas ses yeux car elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un d'aussi compétent que Adcock se rende si soudainement. Mais Adcock n'a jamais eu l'intention de se rendre en premier lieu, il avançait simplement pour pouvoir amener Eya à portée de son propre domaine. Une fois qu'il est assez proche, celui-ci passe d'une simple toundra enneigée à sa jungle enneigée, et c'est là que le véritable combat amusant commence pour eux deux. Pendant ce temps, retour dans la forêt, Newton et Einstein marchent ensemble, mais Einstein est absolument terrifiée car elle ne peut pas du tout utiliser son pouvoir de téléportation dans cet endroit. Juste à ce moment, elle entend un bruit venant des buissons à proximité, alors elle s'accroche à Newton comme si sa vie en dépendait. Mais en y regardant de plus près, elle réalise que c'est juste Darwin. Cependant, alors qu'elle s'apprête à lui crier dessus pour lui avoir fait une peur bleue, Darwin s'effondre en une flaque de gloop juste devant ses yeux. Einstein est sur le point de crier de terreur, mais Newton lui couvre la bouche car s'il y a quelqu'un dans la forêt assez fort pour éliminer Darwin, alors ils sont probablement encore à proximité. Et Newton avait raison car Hitler et Paul sont juste au coin.
Hitler pense que c'était un peu prétentieux de la part de Darwin d'appeler son pouvoir l'évolution alors que tout ce qu'il faisait était de lui donner les caractéristiques d'animaux existants, donc il n'a pas été très difficile à battre. Mais cela mis à part, Hitler demande à Schrödinger combien de temps il compte encore rester caché derrière cet arbre. Schrödinger est là depuis un moment déjà, mais il n'a pas encore bougé car chaque option à laquelle il pense a 0% de chance de succès, donc il n'y a littéralement rien qu'il puisse faire. Il finit par renoncer à utiliser son pouvoir et improvise, pointant son arme sur Hitler, mais cela ne fonctionne pas car Paul l'écrase et le pourrit instantanément en gloupe. Immédiatement après, une épée est lancée sur Paul, mais il parvient à l'attraper et à la pourrir également. L'épée venait de Bobby Fischer, et il est un peu déçu que son attaque surprise n'ait pas fonctionné sur Paul car il espérait l'achever le plus rapidement possible. Hitler sait tout de Fischer et de son pouvoir d'invoquer des guerriers en forme de pièces d'échecs, mais entendre cela prend Fischer au dépourvu car il ne comprend pas comment Hitler pourrait connaître son talent. Et pire encore, Hitler a un contre parfait pour chaque mouvement de Fischer car il sait ce que chaque pièce fait, donc Paul peut les détruire facilement. Si c'était une véritable partie d'échecs, Hitler admet que Fischer aurait gagné, mais dans le monde réel, la force de votre pièce compte tout autant que votre stratégie, et Paul ici est bien plus fort que tout ce que Fischer peut créer. Maintenant que Paul a tué Fischer, Einstein commence vraiment à paniquer car elle ne voit aucun moyen de battre Hitler, surtout qu'il vient d'éliminer 3 puissants revenants et semble tous avoir 2. Newton voit qu'Einstein n'est pas dans le meilleur état d'esprit en ce moment, et à en juger par ce qu'ils ont vu Hitler faire jusqu'à présent, Newton est sûr qu'il doit déjà savoir qu'ils sont là. Alors il sort et dit à Einstein qu'il va se charger de tout le combat pour elle. Dès que Paul a Newton dans son viseur, il enfonce son poing dans le sol, envoyant une vague de pourriture vers Newton. Newton parvient à sauter dans un arbre pour ne pas être dissous, et il sait qu'il a dit qu'il allait se charger du combat, mais honnêtement, il ne voit aucun moyen de battre ce type pour l'instant. Juste à ce moment, Paul trouve d'une manière ou d'une autre où Newton se cache, alors il détruit l'arbre, et Newton est forcé de s'enfuir. Il ne comprend pas comment Paul a pu le trouver si rapidement alors que c'était une excellente cachette, mais Hitler lui dit qu'il est inutile de se cacher car son pouvoir de stratège est un talent omniscient. C'est exactement pourquoi il sait qu'Einstein se cache derrière cet arbre là-bas et que son pouvoir est la translocation, qui lui permet de déplacer des régions de l'espace avec elle à l'intérieur pour se téléporter. Cependant, le fait qu'elle ne se soit pas encore téléportée signifie qu'elle ne peut pas utiliser son pouvoir pour l'instant, et la raison en est qu'elle ne peut se téléporter qu'entre des endroits qu'elle a physiquement enregistrés en y marchant sur ses propres pieds. Entendre Hitler décrire son talent avec autant de précision envoie des frissons dans le dos d'Einstein, et Newton voit qu'elle est terrifiée. Mais juste à ce moment, il remarque une petite belette sur le sol, et quand il la ramasse, il aperçoit un symbole sur son ventre qui lui révèle la vérité sur le talent d'Hitler. Avec cette information, il parvient à prendre Paul par surprise au moment où il allait attraper Einstein, et cela attire l'attention d'Hitler car il est impossible que Newton ait attaqué depuis l'angle mort de Paul par hasard. Il a donc dû réaliser la vérité sur le fonctionnement de cette technique. En gros, Newton a compris que le symbole qu'il a vu sous la belette permettait à Hitler de partager ses sens avec elle, et qu'il a placé ces symboles dans toute la forêt. C'est ainsi qu'il a pu garder un œil sur tous les revenants qu'il a tués jusqu'à présent et découvrir quels étaient leurs pouvoirs. Et quant à savoir comment il connaissait le pouvoir d'Einstein, même si elle ne l'a jamais utilisé dans la forêt, Xianggu a probablement tout dit à Hitler puisqu'il connaissait Einstein à l'époque où il faisait partie de la forêt des grands. Hitler est impressionné que Newton ait réussi à comprendre la vérité sur ses pouvoirs si rapidement, et il complimente Newton sur son talent. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris le truc que cela change leur situation. Après tout, ils ne peuvent pas se débarrasser de toutes les marques qu'Hitler a placées dans la forêt, donc leurs seules options sont soit de s'enfuir, soit de mourir au combat contre Paul. Cependant, Newton a encore un tour dans son sac. Puisqu'il n'a pas utilisé du tout son pouvoir depuis son entrée dans la forêt, cela signifie qu'Hitler ne sait pas ce qu'il fait et n'a pas encore élaboré de contre-stratégie. Donc tant qu'il peut trouver une ouverture pour attaquer, il a encore une chance. Pendant ce temps, Rude et Fonasaka sont toujours bloqués dans leur combat, et Fonasaka a trouvé comment surmonter la différence de puissance de feu en attrapant et en renvoyant simplement les bombes de Rude vers lui. Mais sa régénération commence vraiment à ralentir après tous les dégâts qu'il a subis. Cela dit, Rude commence aussi à montrer des signes de fatigue, donc ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'eux ne perde sa puissance en premier. Et malgré la menace d'une fin imminente, tous deux semblent vivre le meilleur moment de leur vie car c'est le plus amusant qu'ils aient eu depuis des lustres. Le premier souvenir dont Fonasaka se souvient est celui de son réveil en tant que revenant, et il sut instinctivement qu'un talent s'était éveillé en lui, mais en contrepartie, tous ses souvenirs devinrent flous et brumeux. Cependant, il se dit que c'était un prix insignifiant à payer pour une telle puissance, et peu de temps après, il fut intégré à la forêt des grands, où Newman lui dit qu'il œuvrerait pour le bien de l'humanité. Au début, il fut submergé par l'émotion à l'idée de se voir confier un dessein aussi grandiose. Ainsi, on l'envoya sur des champs de bataille aux 4 coins du monde pour se battre, et avec son talent,
il put aisément accomplir des choses dont aucune personne ordinaire n'aurait été capable. Mais avec le temps, il s'ennuya car gagner des batailles comme celle-ci était bien trop facile pour lui, alors il commença à se demander si renoncer à ses souvenirs en valait vraiment la peine pour une existence aussi fade. Retour au présent, Fonazaka vient de se faire arracher le bras, et sa régénération est bien plus lente qu'avant. Touya s'élance devant lui, essayant de le défendre, mais Rudel dit à Touya de rester en dehors de ça. Cependant, étrangement, Rudel ne tire pas du tout sur Touya. Touya pense que la raison est plus profonde que le simple désir de Rudel de préserver le duel entre lui et Fonazaka. Il a dû recevoir l'ordre de ne pas l'attaquer pour une raison quelconque, et Touya croit qu'ils peuvent profiter de cela pour gagner, alors il dit à Fonazaka qu'ils ont encore une chance. Fonazaka est encore un peu étourdi et ne comprend pas de quoi Touya parle, mais Touya lui dit que cela signifie qu'il n'a plus à se battre à mort. Il est sûr qu'il doit y avoir quelque chose pourquoi Fonazaka a encore envie de vivre, alors il l'exhorte à ne pas abandonner l'idée de survivre. En entendant cela, Fonazaka comprend désormais quel est son véritable but, et ce n'est pas la survie. Il se lève et remercie Touya pour son souci, mais lui dit qu'il n'est plus nécessaire qu'il intervienne. Il s'approche de Rudel et le remercie pour cette opportunité car il comprend enfin ce qui lui a manqué tout ce temps. Il n'a jamais été destiné à être l'un des grands, et il n'a jamais souhaité aider l'humanité. Tout ce qu'il a toujours voulu faire, c'est se battre parce que c'est ce pourquoi il a été fait, et c'est la même chose pour Rudel. En fait, c'est précisément la raison pour laquelle Rudel a choisi de s'opposer à la forêt des grands, parce qu'il savait qu'il aurait la chance d'affronter quelqu'un comme Fonazaka. La seule chose qu'il leur ait donnée est un talent, et cela seul ne rend personne grand. La plupart des revenants sont simplement animés par les illusions de leur nom et mentent essentiellement pour compenser leurs souvenirs perdus. Fonazaka demande à Rudel s'il sait ce que les revenants sont vraiment, mais il n'en est pas tout à fait sûr. Tout ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'ils ne sont plus humains. Après tout, les personnes qu'ils étaient se sont tranchées la gorge en échange du pouvoir et ont perdu tout le reste en cours de route. Ils ne sauront jamais ce que leurs anciens eux-mêmes voulaient accomplir, mais Touya est différent car, contrairement à eux, il a encore ses souvenirs et son nom d'origine intact. Rudel a reçu l'ordre explicite de Xiangyu de laisser passer quiconque a encore son nom d'origine, et il a même mentionné Touya spécifiquement, bien que Rudel ne sache pas pourquoi. La seule chose qu'il sait, c'est que Touya est définitivement encore humain, et cela signifie qu'il a un avenir au-delà de son talent. Pendant ce temps, Xiangyu observe le champ de bataille avec sa capacité, et il vient de voir la conclusion du duel entre Adcock et Eya. Adcock a fini par mourir, mais il a aussi réussi à éliminer Eya dans la foulée, ce qui règle le sort de leur tireur d'élite. Pendant ce temps, Eto, Jubei et César viennent d'arriver dans la zone principale du fort, mais cet endroit semble anormalement vide. Eto n'en croit pas ses yeux car elle avait hâte de combattre de puissants adversaires ici, alors elle regarde autour d'elle pour voir si elle peut trouver quelqu'un. César dit qu'il ira avec elle par mesure de sécurité, mais Jubei lui donne une tape sur la tête et lui dit que ce ne sera pas nécessaire car Eto est assez forte pour se débrouiller seule. César comprend cela, mais il est surpris d'entendre Jubei qualifier Eto de forte car il ne pensait pas qu'elle reconnaîtrait quelqu'un comme elle comme une rivale. Jubei dit que même une femme aveugle pourrait voir la force d'Eto, donc sa reconnaissance ne devrait pas être une surprise. Et puisqu'elle ressentait cela, César lui demande qui, selon elle, est la plus forte, elle ou Eto. Jubei dit que si elle et Eto se battaient, elle pourrait avoir quelques difficultés, mais dans l'ensemble, non, elle gagnerait. Cela dit, elle admet que si un combat entre elle et Eto devait s'éterniser, alors rien ne garantit qu'elle pourrait gagner. Après tout, Eto n'a pas encore oublié son nom d'origine, donc elle est encore une revenante incomplète, ce qui signifie qu'elle a un potentiel inexploité. César dit qu'il aime un peu mieux le nom d'origine d'Eto que son nom de talent, mais Jubei pense que le nom d'origine ne vaut rien et qu'Eto ferait mieux de s'en débarrasser rapidement. Cela mis à part, elle trouve étrange que cet endroit soit censé être un fort car il ressemble bien plus à un colisée. C'est alors que César jette ses dés par terre pour activer son pouvoir, invoque une épée et poignarde Jubei dans le dos. Ce faisant, il lui dit que la raison de la conception en colisée est qu'elle est parfaite pour tuer. Retour du côté de Touya, avant que Fonazaka et Rudel ne reprennent leur combat, Fonazaka demande à Rudel s'il peut d'abord partager avec lui une petite information. Leurs renseignements disent que Xiangyu a 5 généraux, et Newman soupçonnait que Touya pourrait être un espion, mais ce n'est pas le cas, alors il veut savoir qui était l'espion. Rudel admet qu'il y avait effectivement un espion dans la forêt des grands, et c'était le héros de Rome, César, le plus puissant de tous les généraux. Dès qu'Eto voit le corps sans vie de Jubei gisant par terre, elle est remplie de rage et exige de savoir pourquoi il ferait une telle chose. Honnêtement, César pensait que ce serait un peu plus amusant si c'était lui qui trahissait cette fois-ci, mais ça lui semble terrible. Eto se précipite sur César et essaie de le tailler en pièces pendant qu'il est distrait, mais il bloque facilement son attaque et la projette au loin. Eto ne comprend pas comment il a pu la dominer au corps à corps alors que son épée est si longue, mais César lui dit que la longueur de son épée ne le gêne absolument pas. César vient de l'Ouest, et contrairement aux samouraïs,
Il est habitué à la technique de la demi-épée où il saisit la lame de son épée et la manœuvre pour un combat rapproché facile. Eto fait de son mieux pour essayer de le désarmer, mais la maîtrise que César a de son arme est trop grande pour cela, alors il finit par la projeter contre un mur. Il lui dit qu'il existe d'innombrables façons pour lui de se battre avec une épée longue, mais il n'a pas besoin de faire tout cela car il a beaucoup d'autres options à choisir. Il utilise ensuite sa capacité pour invoquer encore plus d'armes, chacune venant avec sa propre attribut spécial auquel Eto n'est pas préparé. Il brise même son épée en deux à un moment donné, et après avoir jeté Eto à terre, il sort une épée de bourreau, qui frappe avec une puissance suffisante pour déchirer une grande partie du Colisée. Cependant, il n'a pas touché Eto car il essayait juste de lui montrer l'étendue de son pouvoir. Sa capacité lui permet de manier n'importe quelle arme avec une parfaite compétence, et en fait, ce n'est même pas son talent principal. Son talent principal est en fait de type stratégie, donc c'est plutôt un sous-talent qu'il possède par hasard. Eto ne peut pas croire que quelqu'un d'aussi puissant que César ait choisi de les trahir, mais César dit qu'il n'a simplement jamais été de leur côté pour commencer. Il existe depuis avant même la fondation de la Forêt des Grands, et il a ses propres objectifs à poursuivre. Il se souvient aussi que le but d'Eto était de combattre des adversaires puissants pour devenir plus forte, alors il lui dit qu'elle ferait mieux d'élever son niveau de jeu à moins qu'elle ne veuille finir comme Jubei. Mais Eto est furieuse de voir César manipuler le corps de Jubei avec autant de manque de respect, et alors que sa colère monte, son pouvoir commence à augmenter, ce qui surprend César. Néanmoins, il est excité de voir ce qu'une revenante incomplète peut vraiment faire. Au même moment, Newton et Einstein sont toujours en pleine confrontation contre Hitler et Poe, et ils ne peuvent pas faire grand-chose ici, alors ils se sont simplement enfuis tout en provoquant Poe de temps en temps. L'idée est que, puisque leur seul moyen d'attaque est le pouvoir de Newton, ils doivent s'approcher suffisamment pour attaquer Poe tout en s'assurant de pouvoir sortir de la portée de décomposition de 6 mètres de Poe. Ils savent déjà que Hitler est bien trop intelligent pour qu'ils puissent le tromper, mais Poe semble être quelqu'un qui agit par impulsion, alors Newton a pensé que s'ils parviennent à faire perdre son calme à Poe en l'insultant, cela devrait perturber son travail d'équipe avec Hitler et le rendre vulnérable à une attaque. Einstein ne pensait pas que le plan fonctionnerait sur le moment, mais vu comment les choses se passent maintenant, il semble qu'il fonctionne réellement car Poe n'écoute aucun des ordres d'Hitler depuis un moment. Poe lance alors une attaque de décomposition sur Newton contre les ordres d'Hitler, et Newton pensa que c'était l'occasion parfaite pour contre-attaquer puisqu'il est déjà hors de la portée effective de 6 mètres de Poe. Mais juste à ce moment-là, Hitler se met à rire parce que Newton est en fait tombé dans son piège. Dès que Newton réalise qu'il a été trompé, il jette Einstein sur le côté pour la sauver de la décomposition, puis, juste avant que l'onde de décomposition ne le touche, il utilise son champ de gravité pour courber l'espace autour de lui afin de ne pas être touché. Hitler est impressionné que Newton ait pu penser assez rapidement pour trouver un moyen de survivre à cette attaque, mais il n'a plus nulle part où courir maintenant. Hitler l'informe que la portée d'attaque effective réelle de Poe est de plus de 50 mètres, donc limiter ses attaques à 6 mètres plus tôt et faire croire que Poe avait perdu le contrôle faisait partie intégrante du plan d'Hitler. Newton s'excuse auprès d'Einstein et lui dit que c'est la fin du chemin pour lui, alors elle devrait s'éloigner pendant qu'elle le peut encore. Mais Einstein ne supporte pas l'idée d'abandonner Newton, alors elle se téléporte devant lui. Hitler est surpris de voir cela car il ne s'attendait pas à ce que l'un des soi-disant grands imbus d'eux-mêmes essaie d'en sauver un autre alors que c'est sans espoir. Newton lui dit aussi que ce n'est pas une bonne idée car elle va ainsi se faire tuer, mais Einstein est bien consciente du risque et ne pourrait pas vivre avec elle même si elle l'abandonnait. Juste à ce moment, Poe attrape l'épaule d'Einstein, et normalement, c'est là qu'il la désintègre, mais au lieu de cela, il jette Einstein contre Newton. Puis Hitler dit qu'il est disposé à déclarer match nul. Tous deux restent sans voix car ils ne savent pas de quoi Hitler parle, alors il explique qu'il semble que Poe ait décidé de les laisser vivre, et lui-même n'a aucun moyen de les tuer même s'il le voulait, alors ils survivent. Newton lui demande s'il est sûr de vouloir faire cela car ils reviendront certainement le chercher à l'avenir s'il les laisse partir, mais Hitler dit que cela n'a pas d'importance parce qu'il prévoit de mourir aujourd'hui de toute façon. Cette bataille a toujours dû se terminer par l'annihilation des revenants maléfiques, et il l'a accepté, c'est pourquoi il avait simplement l'intention d'éliminer autant de revenants de Newman que possible. C'est aussi pourquoi Hitler n'a aucun intérêt à les tuer tous les deux, le fait qu'ils n'aient pas eu une confiance illusoire en leur talent et qu'ils aient choisi de se protéger mutuellement montre qu'ils ont encore un côté humain, alors il leur dit de chérir leur humanité restante. Après cela, Poe utilise son pouvoir sur lui-même et sur Hitler, et alors qu'il se désintègre, Hitler dit qu'il a un conseil à donner à Newton et à Einstein, ils ne devraient pas croire tout ce que Newman leur dit. Après la disparition d'Hitler et Poe, Newton et Einstein retournent au camp de base, et là, ils découvrent que Newman et Nightingale sont les seuls restants. Voyant que Newton et Einstein sont blessés, Newman dit à Nightingale d'aller les soigner. Pendant que Newton est soigné, il commence à interroger Newman sur toute cette opération. Maintenant qu'ils y pensent, il est difficile de croire que l'organisation de Xiangyu existe dans le but de plonger le monde dans le chaos comme Newman le leur a dit. Parce que si c'était vraiment son but,
il aurait pu accomplir bien plus en divisant simplement ses forces et en les envoyant dans différentes régions du monde plutôt que de toutes les rassembler ici pour une confrontation directe. Newman refuse de répondre à leurs questions et leur dit au lieu de cela qu'ils sont en train d'être lavés par l'ennemi, mais Newton ne tombe pas dans le piège. Il lui dit qu'elle ferait mieux de commencer à expliquer ce qui se passe réellement, sinon, il devra lui faire cracher la vérité de force. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Nightingale active sa capacité secondaire, et soudainement, Newton se tait. Newman dit alors à Newton que ce n'est pas très amical de la menacer ainsi, et à la grande surprise d'Einstein, Newton change complètement de discours et est maintenant d'accord avec Newman. Einstein ne comprend pas ce qui se passe car elle et Newton avaient discuté de ce qu'il ferait si Newman ne révélait pas la vérité avant de revenir, mais maintenant Newton agit totalement différemment. Elle réalise bientôt que ce sont Nightingale et Newman qui ont fait cela à Newton, alors elle leur crie d'annuler cela. Mais alors Newton frappe Einstein avec une explosion de gravité. Pendant ce temps, retour du côté de Touya, le combat entre Fonasaka et Rudel vient de se terminer, et même si Fonasaka a réussi à sortir vainqueur, il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Il n'a aucun regret car c'est le plus de plaisir qu'il a eu depuis longtemps. Comme dernier vœu, il demande à Touya de prendre son talent. Touya dit qu'il ne peut pas faire cela car même s'il a dit qu'il était prêt à tout pour obtenir un talent, il ne veut pas voler Fonasaka maintenant qu'ils sont amis. Cependant, Fonasaka dit qu'il veut le lui confier quand même car il le mérite plus que quiconque il connaît. De plus, Fonasaka va bientôt mourir, alors il préférerait que quelqu'un comme Touya mette son talent à bon usage. En entendant cela, Touya accepte à contre-cœur le vœu de Fonasaka en lui volant son talent. Après cela, Touya continue dans la forteresse, et à sa grande surprise, il trouve un château entouré des tombes de tous les grands qui sont morts. Et à l'intérieur, Touya se retrouva face à face avec Xiang Yu. Touya se prépare à attaquer Xiang, alors il active son pouvoir, et Xiang accepte de jouer le jeu un moment, alors il descend de son trône et se prépare pour le combat. Il lance un coup de poing en direction de Touya, mais ce dernier parvient à l'éviter, et Touya tente de le frapper avec des pics, mais il s'avère que ce n'était qu'un clone. Xiang prend alors le contrôle des décombres et projette un tas de rochers sur Touya, qui le frappe de plein fouet. Le compagnon de Xiang lui demande s'il est sûr que ça va, car il pensait qu'il essayait de capturer Touya vivant, mais Xiang est certain qu'il n'y a pas moyen que Touya meure avec quelque chose comme ça. À ce moment précis, Touya lance une attaque à travers les rochers, qui frappe Xiang au bras. Touya a utilisé son pouvoir de voleur pour dérober une partie du centre du rocher et s'est caché dans le trou pour éviter d'être touché. Xiang est impressionné par la rapidité avec laquelle Touya a trouvé une solution, mais il lui dit que c'est inutile car son pouvoir lui permet de prendre le contrôle de tout ce qui l'entoure, et il utilise ce pouvoir pour prendre le contrôle des pics de Touya, retournant complètement la situation contre lui. Et avant que Touya ne s'en rende compte, il est transpercé en plein cœur. Il tombe à genoux sous la douleur, mais Xiang lui dit d'arrêter de se plaindre et de se soigner puisqu'il sait que Touya a maintenant le pouvoir d'immortalité. Touya est un peu pris au dépourvu par le fait que Xiang n'essaie pas de l'achever, et il est encore plus perplexe que Xiang attende patiemment qu'il se soigne. Xiang remarque que l'immortalité ne devrait pas prendre autant de temps pour soigner le corps de Touya, donc il semble que même si Touya est capable de voler les talents des autres, les talents qu'il obtient sont des versions inférieures, et Xiang trouve cela ironique car cela lui rappelle beaucoup Seiya. Touya est choqué d'entendre Xiang mentionner le nom de Seiya, alors il lui demande comment il connaît son frère, et Xiang explique que Seiya était l'un des membres fondateurs de la forêt des grands à ses côtés, donc ils étaient assez proches. Touya demande si cela signifie que Seiya était un revenant, et Xiang confirme, mais il mentionne également que Touya ne sait pas vraiment qui était Seiya. Tout ce qu'il sait de lui provient des quelques souvenirs qu'ils ont partagés durant son enfance et des rumeurs qu'il a entendues sur lui de la part des autres, donc si Touya veut vraiment apprendre qui était Seiya, alors Xiang est prêt à l'aider. Touya ne comprend pas de quoi Xiang parle, mais l'instant d'après, Xiang le transperce à travers l'estomac, et il dit qu'il va montrer à Touya tout ce qu'il a besoin de savoir sur Seiya. Touya commence à voir des visions de Seiya et des membres originaux de la Tour des Grands. Seiya avait le pouvoir de retour de Léonard de Vinci, vaisseau universel, ce qui lui permettait d'apprendre presque n'importe quel autre talent, puisque Da Vinci était connu comme un génie aux multiples talents. Et ainsi, Noamon était certaine qu'un jour, Seiya les surpasserait tous en force, faisant de lui le plus grand revenant de tous les temps ou carrément un dieu, une issue qu'elle approuvait grandement. À l'époque, même si tous les revenants disposaient de grands talents, aucun n'avait de réel objectif, alors ils vivaient leur vie dans l'ennui. Un peu plus tard, Seiya demanda à Xiang de le téléporter chez lui, ce dont Xiang n'était pas particulièrement ravi car il doit infliger des dommages physiques à quelqu'un à chaque fois qu'il utilise son pouvoir. Pour cette raison, il dut égratigner la joue de Seiya pour remplir les conditions. Mais juste avant qu'il ne parte, Seiya lui demanda s'il voulait rester et jeter un coup d'œil. Xiang refuse d'abord, disant qu'il ne s'intéresse pas aux affaires des gens ordinaires, et qu'en plus, il ne voudrait pas que les gens remarquent ses pétales. Cependant,
Seiya lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car il a appris une astuce de Houdini pour cacher les pétales, donc personne ne devrait les remarquer. Puisque c'est le cas, Xiang décide finalement de rester, et quelques instants plus tard, un des amis de Seiya, Kinizuka, vient pour l'entraînement habituel de Seiya ce jour-là. Il présente Xiang à Kinizuka, et Kinizuka le trouve intéressant, mais il n'a pas de temps à lui consacrer car il est impatient de commencer l'entraînement. Pendant qu'ils s'affrontent, Xiang se tient sur le côté pour regarder, et pendant qu'il est là, il remarque un jeune Touya caché dans les buissons à proximité. Il le prend dans ses bras et lui demande ce qu'il fait là, mais Touya retourne la situation contre lui et accuse Xiang d'être un intrus. Xiang explique qu'il est venu avec la permission de Seiya, donc il n'est pas un intrus, et le petit Touya explique qu'il est juste là pour regarder Seiya s'entraîner parce qu'il veut lui ressembler plus tard. Xiang lui dit que s'il essaie de devenir comme Seiya, il ne devrait pas perdre son temps car personne ne peut être à la hauteur de quelqu'un comme lui. Mais Touya prend cela comme si Xiang le traitait d'inutile, alors il lui crie dessus et s'enfuit. Xiang ne voulait vraiment pas dire ça, mais il ne sait pas non plus comment expliquer à Touya que son frère n'est plus humain, alors il décide de laisser les choses en l'état. Un peu plus tard, Seiya est de retour dans la cachette de Xiang, et ils s'entraînent ensemble depuis un moment. Mais alors que Seiya veut continuer, Xiang lui jette une serviette sur la tête et lui dit de prendre une pause. Pendant qu'il se repose, Xiang demande à Seiya quelle raison il a de toujours s'entraîner aussi durement. Il veut savoir s'il a un objectif, car si c'est quelque chose comme conquérir le monde, alors Xiang veut participer au plan, puisque c'est à cela que son pouvoir est le mieux adapté. Seiya éclate de rire, et Xiang lui crie dessus pour son manque de respect, mais Seiya dit qu'il a simplement été pris au dépourvu car il ne s'attendait pas à ce qu'il dise quelque chose comme ça. Puisque Xiang veut connaître la motivation de Seiya, il explique qu'il a un petit frère qu'il admire beaucoup, et Seiya se sent coupable parce que tout le talent pour lequel il est admiré lui a été essentiellement donné par les pétales sans qu'il ait à fournir aucun effort. C'est pourquoi il veut travailler aussi dur que possible pour acquérir de nouveaux talents afin d'au moins essayer de rendre le monde meilleur. De cette façon, il pourra peut-être un jour avoir le courage de faire face à Touya et de lui dire toute la vérité. Xiang est un peu déçu que l'objectif de Seiya soit si ennuyeux, mais il demande quel genre de bien Seiya essaie d'accomplir, et Seiya réfléchit un instant avant de répondre, la paix dans le monde. Xiang trouve que c'est un objectif d'une ambition hilarante, mais il est prêt à l'aider, et il parvient à convaincre les autres de se joindre à l'idée. Mais Noamant ne veut pas vraiment participer car elle dit qu'elle n'aime pas gaspiller son énergie sur des tâches sans véritable solution. S'il s'agissait de domination mondiale, ce serait beaucoup plus réalisable car il suffirait de tuer tous ceux qui résistent. Mais quelque chose comme la paix dans le monde est difficile à quantifier car des problèmes comme la famine, la discrimination et la guerre ne peuvent pas être simplement réglés par la force, et il existe d'innombrables exemples de ces problèmes dans le monde. Donc, même avec sa super intelligence, Noamant ne sait pas par où commencer. Xiang l'interrompt et lui demande si elle a juste peur de ne pas être capable d'un tel exploit, car si c'est le cas, elle n'a pas à se forcer. Mais cette remarque venant de lui est la pire insulte qu'un homme ait jamais subie, donc uniquement par orgueil, elle accepte de se joindre à la mission pour prouver quelque chose. Puisque l'idée vient à l'origine de Seiya, Xiang lui dit qu'ils devraient décider de leur premier mouvement, car avec tous ensemble, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir, et c'est ainsi que la forêt des grands a été fondée. Après cela, Xiang partit recruter d'autres revenants, et il finit par retrouver un groupe de revenants incluant Hitler et les autres pêcheurs. Il leur parla de l'objectif de paix dans le monde auquel lui et les autres travaillaient, mais Hitler comprend mal et suppose que Xiang est là parce qu'il veut les éliminer pour le bien de sa paix dans le monde. Après tout, ils ont tous historiquement contribué à créer le chaos. Darwin essaya de dire à tout le monde que Xiang essaie simplement d'aider, mais les tensions sont déjà vives, et les autres semblent convaincus que cela va se transformer en combat général. Juste à ce moment, Xiang frappe Hitler et Darwin sur la tête et leur dit d'arrêter de faire tant d'histoires. Il explique que la forêt des grands représente les revenants qui souhaitent accomplir de grandes choses, donc peu importe qui ils sont ou quel est leur talent. Il est prêt à les accepter quoi qu'il arrive. Hitler est surpris de l'entendre dire cela, mais il rappelle à Xiang qu'il y a des revenants qui sont fortement influencés par leur talent, donc ils pourraient être poussés à commettre des crimes si l'historique de leur talent est mauvais. Mais Xiang était déjà au courant de cela et promet de s'occuper personnellement de tout revenant renégat. Un peu plus tard, Xiang retourne dans le nouvel espace de la forêt des grands, et il est surpris de voir beaucoup de nouveaux visages. Mais Seiya explique que ce sont tous des grands que Noamant a convaincus de rejoindre la cause, et Xiang est heureux de voir tout le soutien qu'ils reçoivent. Cependant, il y a quelque chose dont il voulait parler à Seiya. Il demanda à Seiya s'il serait prêt à accepter des revenants même s'ils n'ont pas de grand passé, pour ainsi dire, et il était un peu nerveux quant à la réponse de Seiya. Mais à son soulagement, Seiya dit qu'il serait heureux d'accepter quiconque veut rejoindre la cause. C'est ainsi que la forêt des grands a vu le jour, et la seule raison pour laquelle elle a eu autant de succès, c'est parce que Seiya était là pour les maintenir tous ensemble, aussi bien les grands que les revenants pêcheurs. Cependant, tout changea lorsqu'un jour Seiya et les autres convoquèrent une réunion d'urgence.
Mais quand Xiang arriva, il remarqua que Seiya n'avait pas bonne mine. Seiya lui dit qu'il avait décidé quel serait le premier objectif de la forêt des grands, et il dit qu'il prévoyait d'éliminer tous les revenants pêcheurs. Mais Xiang n'apprécia pas du tout cela et s'emporta parce que cela ne faisait pas partie de l'accord. Les autres expliquent que Tuya a récemment été attaquée, et selon l'analyse de Nohaman, elle a déterminé que c'était l'œuvre d'un pêcheur. Xiang peut comprendre pourquoi Seiya est contrarié, mais Xiang lui dit qu'il y a encore beaucoup de revenants de classe pêcheurs qui sont parfaitement inoffensifs. Cependant, Seiya dit que selon les calculs de Nohaman, la probabilité que les pêcheurs commettent à nouveau ce genre de crime est extrêmement élevée, et les gens normaux n'ont aucun moyen de se défendre. Si c'est vraiment ce que ressent Seiya, alors Xiang tombe à genoux et dit à Seiya de commencer par le tuer. Seiya hésite en l'entendant dire cela, mais le voir hésiter rend Xiang encore plus furieux car cela montre que Seiya manque de conviction réelle. S'il est si sûr que tous les revenants de classe pêcheurs doivent être éliminés, alors le fait qu'il soit ami ne devrait pas avoir d'importance pour lui. Xiang dit à Seiya qu'il a beaucoup d'amis qui sont pêcheurs et qu'il ne va pas rester là à les regarder se faire tuer, donc cela signifie la guerre. Et en disant cela, il enfonce son poing dans la poitrine de Seiya. Les autres écarquillent les yeux en voyant ce que Xiang a fait, en particulier Einstein, qui essaie immédiatement de l'éliminer. Mais Xiang parvient à éviter un coup fatal, et à ce moment, il remarque que Nohaman a un sourire sinistre sur son visage, comme si elle avait planifié tout cela. Le groupe s'apprête à attaquer à nouveau Xiang pour l'éliminer, mais avant qu'il ne puisse le faire, Seiya téléporte Xiang ailleurs. Xiang ne comprend pas pourquoi Seiya lui sauverait la vie après tout ce qu'il a dit, et c'est alors que Seiya s'excuse et dit à Xiang qu'il avait raison de dire que l'élimination était une mauvaise idée. Xiang réalise maintenant que Seiya ne pensait tout simplement pas clairement quand il a dit tout cela, et c'est logique car toute la raison pour laquelle Seiya faisait cela était de rendre Tuya fier de lui, donc voir Tuya blessé a probablement obscurci son jugement. Il aurait été bon de comprendre cela avant que les choses ne s'enveniment, mais il est trop tard maintenant car Seiya est déjà mort. De retour au présent, Tuya vient de voir toute l'histoire, et il remercie Xiang de la lui avoir montré car cela le rassure de savoir que son frère était un revenant et non un génie insondable. Xiang est un peu surpris que ce soit tout ce que Tuya ait à dire après avoir appris la vérité, mais il y a autre chose qu'il voulait lui dire. Il dit à Tuya qu'il doit arrêter Nohaman car elle prépare certainement quelque chose. Elle a peut-être accepté le plan de paix dans le monde à l'époque, mais c'était probablement une couverture pour sa véritable motivation, et c'est probablement pourquoi elle voulait se débarrasser de tous les pêcheurs au départ, pour éliminer tout obstacle potentiel à son plan. À ce moment, César arrive dans la salle avec Yagu sur ses épaules, et il demande à Xiang de faire en sorte qu'elle ne meure pas pour lui car Eto le poursuit et elle n'est plus la même. Tuya ne peut pas croire que cette chose soit vraiment Eto, mais Xiang lui dit qu'elle était prête à tout sacrifier en échange de pouvoir, et que c'est ce qui l'a transformée en cette monstruosité. Tuya demande s'il y a un moyen de la sauver, mais Xiang est déjà bien en avance sur lui et dit qu'il va la ramener à sa forme humaine, qu'elle le veuille ou non. Nas dit à Xiang qu'affronter Eto directement ne sera pas facile, mais il en était déjà conscient, c'est pourquoi il prévoit d'utiliser sa carte maîtresse. Cependant, cela nécessitera un peu de préparation, alors il demande à César de l'aider à tenir Eto à distance pendant un moment, et pendant ce temps, Xiang dit à Tuya et Darman de reculer de quelques pas pour ne pas être pris entre deux feux. César prépare deux épées pour affronter Eto, mais avec sa puissance de frappe décuplée, elle brise facilement ses épées dès le premier choc. César réalise qu'il n'a plus aucune chance contre elle en matière de maniement d'épée, alors il passe en défense et sort un bouclier pour bloquer ses attaques. Cependant, Eto augmente simplement son multiplicateur d'attaque et le frappe avec une frappe 1000 fois plus puissante, brisant son bouclier. Désormais, César n'a plus vraiment d'option, mais quand Eto s'avance pour le taillader, pour une raison quelconque, tous ses coups manquent leur cible, et celui qui est derrière cela est Nas. Son pouvoir lui permet non seulement de prédire l'avenir grâce à son livre de prophétie, mais aussi d'apporter de petites modifications pour changer le futur. Bien sûr, il ne peut pas complètement altérer la réalité, mais s'il s'agit de choses comme modifier la trajectoire de l'épée d'Eto pour éviter un coup fatal, il peut le faire. Malheureusement, cela ne fonctionne que parce que César a une force comparable à celle d'Eto, donc ses chances d'esquiver ses attaques sont décentes. Cependant, Nas a très peu de capacités athlétiques, alors quand Eto le prend pour cible, son livre devient noir car il n'y a littéralement aucun moyen pour lui d'esquiver, et peu après, Nas est tailladé en deux et trouve sa mort. Sans Nas pour augmenter ses chances de survie, César trouve également sa mort quand Eto le poignarde d'innombrables fois. Cependant, César a réussi à la retarder suffisamment longtemps pour donner à Xiang le temps dont il avait besoin, alors quand Eto tourne son attention vers lui, il active son domaine, la piégeant dans un champ d'obscurité et l'immobilisant complètement. Il assure à Eto qu'il ne va pas lui prendre la vie, mais elle préférerait probablement une mort rapide plutôt que ce qu'elle s'apprête à vivre, et après avoir dit cela, il commence à déchirer le corps d'Eto, atome par atome. Pendant ce temps, à l'extérieur de la barrière, Tuya et Darman ne voient qu'une sphère noire, et Tuya n'a aucune idée de ce qui se passe,
Alors Darman explique que c'est la carte maîtresse de Xiang, la mort noire. C'est un domaine dans lequel Xiang contrôle tout jusqu'au niveau moléculaire, il est donc littéralement impossible de le vaincre une fois à l'intérieur. En entendant cela, Tuya s'inquiète car il n'y a aucun moyen pour Eto de survivre à quelque chose comme ça, et Darman essaie de le rassurer en disant qu'Eto s'en sortira parce que Xiang n'a pas l'intention de la tuer, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Tuya a déjà utilisé son pouvoir pour atteindre l'intérieur de la sphère afin d'en sortir Eto. Pendant ce temps, à l'intérieur de la sphère, Xiang est en train de reconstituer le corps d'Eto, et pour s'assurer qu'elle ne renonce plus jamais à son identité dans sa quête de pouvoir, Xiang lui fait voir une vision de son père, et il lui demande si le pouvoir en valait vraiment la peine. Maintenant qu'Eto repense à la promesse qu'elle a faite à Tuya, elle réalise que c'était une erreur. Xiang est satisfait après qu'elle en soit arrivée à cette réalisation, alors il s'efface pour laisser Tuya saisir Eto, et une fois le domaine dissipé, elle est de nouveau en un seul morceau dans les bras de Tuya, bien qu'avec quelques cicatrices. Darman demande si cela signifie que c'est enfin fini, mais Xiang lui dit que la vraie bataille ne fait en réalité que commencer. Pendant ce temps, au laboratoire de la force de défense, Itsuki et les autres sont toujours occupés à essayer d'analyser la branche de réincarnation qu'ils ont trouvée, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à retracer son origine. Tout à coup, Tuya apparaît sur le sol de nulle part, et il demande de l'aide à Itsuki car ces deux personnes ont besoin de soins médicaux immédiats. Normalement, cela constituerait une violation de la sécurité, et Tuya ainsi que les autres seraient enfermés pour interrogatoire, mais Itsuki dit aux gardes de laisser tomber et d'aller chercher le médecin, car il est convaincu que Tuya n'est pas là pour de mauvaises raisons. Cependant, Itsuki ne peut pas en dire autant de Xiang. Xiang lui dit de se calmer et lui assure qu'il n'est pas là pour chercher un combat. Il est simplement venu demander de l'aide parce que son équipe et lui ont un très bon bilan en matière de capture et d'élimination des revenants. Xiang aimerait bien s'asseoir et discuter un moment, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de temps car il dit que l'ennemi est en mouvement. Itsuki demande ce que Xiang entend par l'ennemi, mais avant qu'il ne puisse expliquer davantage, tous les ordinateurs du bâtiment et du monde entier sont piratés, et un message de Nohaman commence à être diffusé. Elle s'adresse à tous les humains du monde et leur dit qu'elle est la chef de la forêt des grands et qu'elle travaille actuellement vers l'objectif de la paix mondiale. Cependant, pour atteindre son but, elle a décidé qu'il était nécessaire de se débarrasser de tous les revenants de classe Ciné en les éliminant, et par conséquent, cela signifie que l'humanité doit également mourir. Après tout humain a le potentiel de devenir un revenant de classe Ciné. Pour cette raison, elle prévoit de faire subir à tous le rituel de réincarnation en leur tranchant la gorge avec une branche de réincarnation. S'ils éveillent par hasard un talent de classe Gret, alors Nohaman les accueillera volontiers dans la forêt des grands, mais en revanche, s'ils éveillent un talent de classe Ciné, ils seront exécutés sur le champ. Et s'ils n'éveillent aucun talent? Eh bien, pas de chance, mon ami, ils se sont tranchés la gorge pour rien. Grâce à son plan, le monde ne sera rempli que de grands. Au cas où les gens du monde ne la prendraient pas au sérieux, Nightingale a préparé une petite démonstration de la puissance de la forêt des grands. Elle affiche un écran, et on voit Alfred Nobel au milieu de l'Australie. Dès qu'il reçoit le signal, il active son talent pour créer une bombe d'annihilation, et aussitôt, l'Australie est rayée de la carte. Au même moment, Tesla reçoit également le signal pour agir, alors il charge son pouvoir et procède à faire un trou droit à travers l'Everest, mais ce n'est pas là que s'arrête la démonstration de Nohaman. L'écran montre ensuite Gagarine en orbite basse avec son satellite, et il lance plusieurs bombardements cinétiques sur Terre, causant d'importants dégâts à travers le globe. Nohaman s'adresse alors à nouveau à tous les humains du monde et leur dit que ce n'est qu'une fraction du pouvoir qu'ils possèdent car ils n'ont même pas encore sorti Ezember, mais elle leur assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car le plan ne commencera pas avant le 1er janvier de l'année prochaine. L'humanité a donc 3 mois pour faire la paix avant de devenir soit des grands, soit de mourir. Une fois la transmission terminée, Xiang détruit chaque ordinateur dans la pièce, et quand Itsuki lui demande pourquoi il a fait ça, il explique que Nohaman les espionnait à travers les écrans. Son véritable pouvoir est Cyber Mastermind, qui lui permet d'utiliser complètement n'importe quel ordinateur comme bon lui semble. Tuya est choqué d'entendre cela, car il pensait que le pouvoir de Nohaman n'était qu'une prédiction computationnelle, mais Xiang lui explique qu'il est possible pour un revenant d'avoir plus d'un pouvoir à sa disposition. Itsuki demande pourquoi Xiang agit si calmement alors qu'il est l'un des Cinéaires que Nohaman veut éradiquer, mais Xiang dit qu'il ne sera plus là bien longtemps car son corps ne tiendra plus beaucoup plus longtemps. Il est à peu près sûr que Nohaman a décidé d'agir maintenant que parce qu'elle savait qu'il ne serait pas là pour la combattre. Pendant ce temps, à la forêt des grands, Nohaman parle de la façon dont ses calculs étaient parfaits car Xiang devrait rendre l'âme d'un moment à l'autre. Newton dit qu'ils sont passés près, car si Xiang et les autres revenants qu'il avait à ses côtés avaient tenté une attaque désespérée, il aurait été impossible de les arrêter, mais Nohaman dit qu'elle avait en fait aussi prévu cela. Juste à ce moment, tous les revenants les plus puissants qu'elle avait dans ses rangs sortent de l'ombre, et Nohaman dit qu'elle les tient en réserve au cas où Xiang essaierait vraiment d'attaquer. Cela semble logique à Newton,
Mais c'est aussi un peu déroutant car il aurait juré que Nobel était en Australie il y a un instant sur le live de Nohaman, mais Nohaman explique qu'elle l'a simplement fait téléporter. En entendant le mot téléportation, Newton a un violent mal de tête car il se souvient que c'était le pouvoir d'Einstein, alors il demande à Nohaman ce qui lui est arrivé. Nohaman informe Newton qu'il s'est débarrassé d'Einstein de ses propres mains. En fait, il a été si minutieux qu'il ne restait d'elle qu'un pied. En entendant cela, Newton sombre dans l'hystérie car il n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment fait ça à Einstein. Voyant la réaction de Newton, Nohaman suppose que l'hypnose que Nightingale a jetée sur lui commence à se dissiper, alors Nightingale s'avance vers lui pour la refaire. Newton exige de savoir ce qu'ils lui ont fait, et comme Nightingale va de toute façon le réhypnotiser, Nohaman explique que Nightingale a en fait un talent secondaire appelé asservissement. Il vient de la partie de son histoire où les soldats qu'elle soignait étaient si reconnaissants qu'ils faisaient tout ce qu'elle demandait, c'est pourquoi elle peut désormais asservir quiconque sur lequel elle utilise ses pouvoirs de guérison. Newton n'arrive pas à croire qu'ils aient utilisé un tel pouvoir pour le forcer à tuer Einstein, mais Nohaman dit qu'Einstein n'aurait pas eu besoin de mourir s'il avait simplement accepté l'asservissement et rejoint leur camp. Newton demande si cela signifie que Nohaman est la raison pour laquelle Seiya a également été tué, et Nohaman ne le nie pas, alors Newton essaie de rallier tous les autres pour l'aider à l'arrêter. Cependant, il réalise bientôt qu'ils sont tous déjà sous le contrôle de Nightingale, car pendant le séjour de Nohaman ici, elle s'est assurée que chaque membre blessé de la forêt des Grands ait été soigné par Nightingale à un moment donné en prévision de ce moment. Newton n'arrive pas à croire que Nohaman veuille vraiment mener tout cela à bien, et il lui demande si son rêve de paix mondiale n'était vraiment qu'une plaisanterie pour elle. Mais alors qu'il lui dit cela, il voit des larmes couler sur le visage de Nohaman, et c'est alors qu'il réalise ce qui se passe réellement, Nohaman est également contrôlé. L'asservissement doit fonctionner en déformant activement les pensées de la cible pour lui faire croire qu'elle veut suivre les ordres qui lui sont donnés, mais quand quelqu'un est forcé de faire quelque chose à quoi il est fondamentalement opposé, son subconscient essaie de résister, ce qui fait que la cible pleure sans savoir pourquoi. Tout cela signifie que le véritable cerveau derrière ce projet génocidaire doit être Nightingale. Pendant ce temps, de retour à la base de la force de défense, Xiang est également arrivé à la conclusion que Nohaman n'est pas la véritable cerveau et que quelqu'un doit la contrôler, elle ainsi que tous les autres à la forêt des Grands. Cela signifie qu'ils sont confrontés à une force complètement unifiée, mais il y a un aspect positif, cela signifie aussi qu'ils n'ont qu'à éliminer le cerveau pour arrêter tout cela. Cependant, Itsuki l'interrompt et dit qu'il se moque de tous les détails ennuyeux de cette guerre de revenants. La seule raison pour laquelle il a commencé à s'intéresser à toute cette histoire de revenants était qu'il cherchait des indices sur un meurtre en particulier. Xiang voit déjà où cela mène, alors il dit carrément à Itsuki que c'est lui qui a tué Seiya. Dès qu'il le confirme, Itsuki tente de l'éliminer, mais Darman se place devant lui, et Tuya dit à Itsuki d'attendre. Il explique que Xiang et Seiya ont tous deux été piégés pour se battre l'un contre l'autre, donc ce n'est pas entièrement de sa faute. Itsuki est encore suffisamment lucide pour comprendre cela, alors il accepte de mettre sa rancune de côté pour l'instant afin de sauver le monde, mais il n'a aucune idée de la façon dont ils vont vaincre ce cerveau. Xiang prend alors la parole et dit qu'il a un plan pour cela, car il devrait être facile pour Tuya de gagner s'il lui vole son pouvoir. Omni-réceptacle a le pouvoir de contrôler le monde entier lorsqu'il est pleinement utilisé, donc vaincre le cerveau devrait être facile avec cela, et Xiang aura enfin atteint son objectif de surpasser Seiya. Cependant, Tuya refuse catégoriquement l'offre. Il dit qu'il a déjà renoncé à surpasser Seiya après avoir appris la vérité sur lui, et bien qu'il soit vrai que le pouvoir de Xiang pourrait résoudre tous leurs problèmes en plaçant le monde sous son contrôle, même Xiang lui-même a choisi de ne pas l'utiliser pour conquérir le monde, donc Tuya n'a pas l'intention de le faire non plus. Xiang lui demande s'il est sûr de cela, car il va être très difficile de gagner sans son pouvoir, et Tuya dit qu'il a déjà pris sa décision, alors Xiang décide de lui confier le reste. En cadeau d'adieu, il leur donne toutes les recherches que César a menées sur la forêt des Grands et les pétales, et après cela, lui et Darman disparaissent. Xiang et Darman apparaissent bientôt dans le magnifique champ où reposent toutes les tombes des autres revenants. Puisqu'ils vont bientôt mourir, Xiang voulait au moins pouvoir choisir leur dernière demeure, et Darman lui dit que c'est un geste terriblement romantique de sa part. Elle sort alors un poignard et se le plante dans la poitrine. Le jour où Xiang a rencontré Darman pour la première fois, elle venait de se réveiller près de son ruisseau, alors il s'est approché et lui a demandé quel était son pouvoir. Darman a expliqué qu'elle est capable de tuer n'importe qui elle choisit en échange de sa vie, et qu'elle réfléchissait déjà à qui elle devrait éliminer, mais Xiang lui a dit que c'était une manière terne d'utiliser son pouvoir. Darman lui a demandé ce qu'elle devrait faire à la place, puisque c'est la seule utilité de son pouvoir, mais Xiang lui a dit que son pouvoir avait un usage spécial. Par nature, les gens sont condamnés à mourir dans la solitude, mais son pouvoir lui permet de lier sa mort à celle d'une autre personne, et c'est quelque chose d'incroyablement spécial. Il lui a donc dit qu'elle devrait trouver quelqu'un de spécial avec qui passer sa vie, pour qu'au moment venu, elle puisse partager ses derniers instants avec lui. Darman a été véritablement inspiré par les paroles de Xiang,
alors depuis ce jour, elle est restée à ses côtés. Maintenant que la mort de Xiang approche, elle choisit d'utiliser son pouvoir sur lui afin que tous deux puissent mourir ensemble. Et alors qu'ils se dissolvent tous deux en pétales, ils échangent un baiser, jurant de se retrouver s'ils se réincarnent jamais.